Et bonjour tout le monde, bienvenue sur 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Pierre Dufraisse. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Et on est accompagné de l'équipe 1000%, de Pierre et d'Alexandre. Ça va les gars? Ça va et toi, la forme? Bah nickel, tout va bien. On est très content de te recevoir Pierre. On va parler de physiologie humaine. Donc tu es naturopathe et tu as un ensemble de formations dans ton bagage. On va essayer de parler de système hormonal, système endocrinien, de comprendre aussi les adaptations sur le système nerveux. Et on parlera au niveau pratique des quatre piliers de l'hormèse que tu défends, un terme qui t'est cher, pour comprendre comment créer de l'adaptation, comment optimiser ces systèmes endocriniens et nerveux. Je te laisse d'abord te présenter, une petite présentation. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup déjà à tous les trois. C'est un plaisir d'intervenir chez vous. Euh, c'est pas facile évidemment de se présenter. On a toujours envie de dire mille trucs. La plus grosse casquette là que je porte en ce moment, donc c'est le directeur du centre de l'Hormèse. Donc c'est un centre de formation que j'ai créé et qui regroupe en effet une matière qui est la naturopathie, qui m'est très chère, plus de l'ordre philosophique que de l'ordre pratique d'ailleurs. La naturopathie en anglais, ça veut juste dire la voie de la nature. Donc c'est vraiment la simplicité même qui devrait s'instaurer dans notre quotidien, de respecter des règles d'hygiène de vie que les chers japonais, j'ai vécu 7 ans au Japon, appliquent eux-mêmes par bon sens. Et je pense que la pleine santé, elle tient beaucoup plus du bon sens que d'outils et de hacks, comme on dit de nos jours. Donc voilà, moi j'ai une approche très, j'ai envie de dire scientifique des choses, c'est-à-dire toujours dans la recherche. Pour moi, la science, la vraie science, c'est la recherche et c'est pas la trouvaille. C'est être chercheur du vivant. Et donc, je me suis vraiment interrogé sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le vivant, comment le définit-on dans physique, en biologie, en thermodynamique, dans les différentes branches de la biologie et des sciences du vivant, donc. Et de fil en aiguille, j'ai fait de mes passions mon métier, c'est-à-dire la pleine santé, le sport, euh, prendre soin des autres, mais aussi la transmission. C'est pour ça que j'ai ouvert des chaînes YouTube, des podcasts, etc. Et que je suis surtout connu comme ça sur les réseaux. Euh, et le partage. Je pense que c'est vraiment dans le lien, comme ce qu'on est en train de faire à l'image de notre rencontre, là, ce qu'on est en train de faire, qui est à l'enrichissement. Donc voilà, pour me présenter très en diagonale, pour dire un petit peu tout, qu'est-ce que je fais et qui je suis, voilà, en gros. Et pour rentrer plus précisément dans ta vision, donc je t'ai écouté récemment et c'est vraiment ta vision du vivant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette vision-là? Ouais, il nous faudrait 3 bonnes heures parce que C'est parti. c'est quand même euh, c'est quand même un processus de toute façon évolutif, ma propre vision, à l'image du vivant d'ailleurs. C'est-à-dire que ça change régulièrement. Euh, il n'y a pas de consensus actuel sur ce qu'est la vie. Hein. Faut vraiment partir de ce principe-là, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, le truc qui nous entoure là, qu'on essaye d'étudier. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On a des hypothèses. Il y a des concepts qui sont vraiment intéressants, comme celui d'autopoïèse de Francisco Varela, qui serait qu'un système dynamique complètement couplé avec son environnement est en perpétuelle adaptation. Okay. Et dans son environnement, il trouve les matériaux, pardon, pour se construire lui-même. C'est-à-dire, il se nourrit de son environnement pour se construire. Comme à l'image de la cellule, qui va prendre les protéines de l'extérieur pour se fabriquer elle-même, euh, et renouveler son environnement. C'est-à-dire que c'est vraiment dans une symbiose, à l'image de ce qu'on étudie en permaculture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est circulaire, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début à un cercle. L'être vivant s'inscrit complètement dans son environnement en, en le co-déterminant, en le co-engendrant, c'est-à-dire partie prenante. Donc le vivant, il fait partie de l'univers, et on essaye de le définir au sens propre du terme, c'est-à-dire donner une fin à, mais c'est très dur de donner un début à une fin au vivant. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Comme la vie. On fait s'arrêter la vie à la mort, mais la mort, elle fait partie de la vie. C'est très compliqué tout ça. Donc ma vision du vivant, c'est quelque chose de très dynamique déjà, complètement incorporé dans l'univers, et qui est surtout passionnant à étudier. Voilà.
Et c'est vrai que tu parles du vivant qui est en fait juste une interaction, une communication entre le milieu interne et le milieu externe, l'environnement. Donc c'est une communication qui existe toujours et on va aborder du coup le système endocrinien, le système nerveux qui sont des systèmes de communication interne au corps. Voilà, je te Mhm. laisse démarrer peut-être un petit peu sur le système endocrinien. Ouais, c'est des très bons dogmes, comme on dit. C'est des très bonnes catégorisations qu'a fait l'homme par rapport à sa propre physiologie, hein. Euh, pour, euh, c'est des bonnes portes d'entrée pour se comprendre. Mais elles sont pas parfaites. Faut vraiment partir du principe dès le départ que c'est lacunaire tout ça. On essaye de poser un cadre sur un processus qui est d'une complexité folle et que donc ça va pas tout expliquer. Cependant, ça peut nous donner déjà des clés de compréhension. On a donc système hormonal et système nerveux dans le corps. Bon, on va commencer par le système hormonal, qui sont en effet des voies de communication. C'est-à-dire ça permet à différentes parties du corps de communiquer et de réguler l'entièreté du corps, que ce soit la température du corps, que ce soit la concentration de sel dans le sang, par exemple, ou dans les urines, que ce soit notre, comme on dit, niveau d'énergie, c'est-à-dire comment on se sent, mais aussi nos émotions, etc. Et éventuellement le fait qu'on puisse se reproduire. Donc le système hormonal, il est ô combien important. Les hormones, on appelle ça donc des hormones parce que ce sont des messagers qui passent par le sang. Donc on a une glande endocrine, une glande qui va sécréter quelque chose à l'intérieur de la circulation sanguine. Cette hormone circule dans le sang et on a comme une boîte aux lettres un récepteur quelque part ailleurs dans le corps qui va recevoir l'hormone comme une boîte aux lettres recevrait une lettre et en recevant ce message fait une action. Ça provoque quelque chose chez la cellule réceptrice. Okay, c'est comme si vous receviez une lettre du voisin et cette lettre vous demande de faire quelque chose. Vraiment une hormone, faut le voir comme ça. Donc, dans les glandes endocrines, les glandes qui sécrètent des hormones dans le corps, on a des glandes principales, même si on trouve de plus en plus d'organes capables de sécréter des hormones, comme le cœur ou le foie. On a un grand axe dans le corps qu'on appelle HPTA en anglais, donc ça part du cerveau, on fait partir ça du cerveau, mais vous avez bien compris que comme tout est circulaire dans le vivant, c'est difficile de donner un point de départ. Mais imaginons que le point de départ de l'axe HPTA ce soit dans le cerveau, et là on a un carrefour qui s'appelle l'hypothalamus, qui est une espèce d'entonnoir qui reçoit des informations de partout du corps. C'est-à-dire vers lui remontent plein d'informations du corps, la concentration de ce qui se passe dans le sang, le mouvement des muscles. Il reçoit plein d'informations, à la fois nerveuses, à la fois hormonales. Il reçoit ça, l'hypothalamus, cette structure, ce groupe de neurones dans le cerveau. Il transmet les ordres comme un chef d'orchestre, en fait. Hein. Un chef d'orchestre qui écrit la partition de musique à la glande pituitaire qui est juste sous lui. Comme vous pouvez visualiser une cloche sous lui. Et cette glande-là, pituitaire, elle, par contre, c'est le chef d'orchestre qui reçoit la partition de musique. Et comme un chef d'orchestre, avec sa baguette, il va dire à toutes les autres glandes comment jouer la musique, comment sécréter, qu'est-ce qu'il faut sécréter comme hormone. Donc on a H pour l'hypothalamus, P pour la glande pituitaire, donc HP, ensuite T pour la thyroïde qui est donc au niveau de la gorge, la thyroïde qui gère, entre autres choses, notre métabolisme, c'est-à-dire la cadence à laquelle le corps turbine. Quand vous montez en voiture, vous savez, vous pouvez appuyer fortement sur la pédale pour faire monter les tours. Bah ça, c'est la glande thyroïde qui peut faire monter les tours. Ok. Donc on a dans des problématiques d'hypothyroïdie un métabolisme, par exemple, qui peut chuter. Et tout d'un coup, on est frileux ou frileuse, on se sent moins d'énergie, moins de vitalité. Bah, c'est en grande partie, pas que, hein, mais en grande partie lié à la thyroïde. Donc. Et elle gère aussi la calcification des os grâce à ces hormones comme la calcitonine. Autour de la thyroïde, je les évoque, mais c'est pas le but de vous expliquer dans l'axe HPTA. Il y a les parathyroïdes qui aussi sont des glandes très importantes, souvent négligées. Donc HPT pour la thyroïde et A c'est pour les glandes surrénales, adrenals en anglais, qui sont au-dessus des reins, qui coiffent les reins. Et elles, on les connaît surtout pour la sécrétion d'hormones dites du stress, comme la dopamine, noradrénaline, adrénaline, alors surtout adrénaline, noradrénaline, et le cortisol, qui va être l'hormone anti-inflammatoire du corps,
souvent jugé négativement parce qu'on l'associe au stress. Mais en fait, c'est juste, il faut voir le cortisol comme un pompier qui essaye d'éteindre un incendie, donc faut pas tirer sur le pompier, quoi, c'est pas le responsable. Mais c'est vrai que si constamment le pompier est là en train d'arroser avec sa lance à incendie, en fait, tout le monde se noie. Ben, c'est un peu ça, le cortisol. C'est bien, c'est un pompier. Par contre, si on lui demande de travailler tous les jours, en fait, ça inonde. Et donc, des niveaux de cortisol chroniquement élevés, bah, ça peut devenir problématique. Donc, vous voyez bien que cet axe-là, hyper important, gère la globalité, beaucoup de choses dans la globalité du corps, mais encore une fois, ces hormones passent par la circulation sanguine et donc sont assez lentes. C'est vraiment comme à l'image de la voie postale. Comme je vous ai dit, ça envoie des lettres. Quand on envoie une lettre, ça arrive le lendemain ou le surlendemain, quoi. Ça met du temps à voyager. Enfin, dans le corps, c'est un peu pareil. Les hormones sont certes très importantes pour la régulation du corps, mais l'action est assez lente. Donc voilà, pour un petit topo rapide système endocrinien. Et, euh, et de ce que j'ai compris, c'est que du coup, le corps est parsemé de récepteurs, et donc il y a une rétroaction. Parce que là, on voit juste cette cascade qui descend, mais finalement, il y a un retour au messager pour réadapter un petit peu cette cascade hormonale. Ouais, merci de préciser ça, c'est très important, j'ai oublié de le dire. Comme je disais, tout est circulaire, donc c'est très important le rétrofeedback, comme tu as dit, le retour, parce que une fois que, par exemple, l'ordre est passé à la glande thyroïde ou bien aux glandes surrénales de sécréter leurs hormones, c'est important de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter, parce que sinon, on sécrète toute la journée, les hormones. Et en fait, quand ça arrive à un certain niveau d'hormones thyroïdiennes qui circulent dans le sang, en haut, au niveau du cerveau, pareil, l'hypothalamus, voit que ce niveau-là est arrivé à un seuil, et dit hop hop hop, pas plus. Pas plus parce que sinon on s'en va vers des problèmes. Donc il y a un rétrocontrôle qui fait que après on inhibe, on dit bon c'est bon, on en a sécrété, assez. Il faut maintenant arrêter. Et ce rétrocontrôle, c'est ça en fait qui va connaître un impair. C'est ça qui peut être, comment dire, dégradé quand on a un rythme de vie ou une hygiène de vie qui n'est pas adéquate. Par exemple, si on a on dort pas bien, on mange pas bien, on bouge pas assez. Bref, on prend pas soin de soi. On stresse trop. Ben, par exemple, un stress chronique pour le corps, comme je vous ai dit, va élever sans cesse les niveaux de cortisol, et au bout d'un moment, le rétrocontrôle, le fait que ça s'inhibe, va plus fonctionner. C'est comme, vous savez, des gens qui ils appellent sur votre téléphone pour vous vendre des trucs. Au bout d'un moment, vous en avez tellement marre qu'on vous appelle que vous répondez même plus au téléphone. Ben, c'est un petit peu ça. Il y a tellement d'informations qui est tout le temps la même qu'au bout d'un moment, on n'écoute plus le message du rétrocontrôle. Donc, euh, donc voilà, c'est cette boucle-là de rétrocontrôle très intéressante, très vraiment pertinente dans le corps, qui peut être mise à mal si encore une fois, si on a une vie qui est assez délétère. Là, tu parles de cortisol et de stress. Est-ce qu'aussi il y a d'autres hormones justement qui correspondent à d'autres symptômes pour que les gens arrivent peut-être, les auditeurs, à se dire, ah ben j'ai tel symptôme, peut-être que c'est telle hormone où il y a une dysfonction. Et deuxième question, c'est est-ce que tu vas, pas soigner, mais est-ce que tu vas traiter hormone par hormone ou est-ce que c'est plus une prise en charge globale du complexe que tu nous décrivais? Ouais, c'est une excellente question. Alors évidemment, moi j'ai une approche qui est très globale ou holistique, comme on dit, du vivant. Je c'est assez illusoire de penser que ça, ce sont des circuits fermés, isolés du reste. C'est toujours une globalité. Et donc c'est très difficile de dire je vais avoir tel comportement pour agir que sur la thyroïde, par exemple. Ça c'est compliqué. Évidemment, on parlera tout à l'heure des pratiques du genre les douches froides, le bain froid, le sauna. On sait que ça a des actions très puissantes, par exemple sur les glandes surrénales, ou très puissantes sur la glande thyroïde, mais pas que, évidemment. Donc, pour donner d'autres exemples, on a, par exemple, des personnes qui ont une déminéralisation qui peut être assez prononcée, par exemple, perte de cheveux, les ongles cassants ou striés, où on se dit il y a une décalcification, il y a une fuite du calcium quelque part. On sent que le corps ne retient pas les minéraux, ou quelqu'un qui va beaucoup uriner. Euh, Là, on peut se dire, bon, bah, le corps, il n'arrive pas à retenir les fluides. Pour retenir les fluides, il a un, un système hormonal, comme je l'ai décrit, mais il a surtout certaines hormones comme l'aldostérone, comme le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc ce triplet-là, c'est un peu compliqué en terminologie, mais tout ce que ça veut dire, c'est que le corps, il, il va garder l'eau en gardant le sel, parce que le sodium retient les fluides.
Et ce faisant, il retient tous les autres minéraux, calcium, potassium, etc. Seulement en période de stress ou en période, de surstimulation, il peut y avoir justement cet axe-là qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que je retiens trop. Les personnes qui font de la rétention d'eau, hein, ça pour donner un symptôme qui est très parlant parce que visuel. Vous savez, les personnes qui font de la rétention d'eau, ils sont fluffy comme on dit en anglais. On touche et vraiment le corps, on sent que c'est de l'eau, quoi. C'est pas du gras, c'est de l'eau, ça gigote. Bon, ça c'est vraiment typique de la rétention d'eau. Et là, on peut mettre donc en cause souvent un stress chronique parce que le corps est en survie. Il veut retenir les fluides parce qu'il se dit, là, on est en train d'affronter un tigre, en fait. C'est peut-être que c'est le patron, le tigre. Peut-être que c'est la peur du lendemain et l'angoisse de ne pas avoir assez d'argent à la fin du mois. Ça peut être X ou Y raison qui crée ce stress-là dans le corps. Mais le corps, il sait pas faire la différence entre un patron et un tigre. Donc, il retient les fluides. Il se dit, survie, je vais faire du stock. Pareil pour le stock de tissu adipeux. Donc, difficile de dire tel symptôme correspond à telle hormone. Mais tous les symptômes sont des cadeaux de la nature, parce que ça doit servir au clinicien, la personne qui pratique la vraie clinique, pour moi, qui étudie les signes cliniques, là, il y a peut-être de l'aldostérone, un problème de thyroïde, peut-être un problème de glande surrénale. Mais être catégorique comme ça, je saurais pas dire. C'est vraiment toujours avoir l'humilité d'utiliser le conditionnel. C'est peut-être ça, mais ça va être par conversation avec la personne, savoir son hygiène de vie, les retours qu'elle fait, et sur le long terme, quand on commence à faire des changements de plan alimentaire, de sommeil, de respiration pour la gestion du stress, qu'on verra si on avait raison ou pas. Mais d'abord, on peut que émettre des hypothèses. C'est vrai, quand tu parles de tigre, de patron, moi je pense à ma belle-mère. Bon, je sais qu'elle nous écoute, que c'est C'est bon. c'est l'auditrice C'est pas la meilleure analogie, ça, je pense. la plus impliquée, mais voilà, je passe un petit bonjour à ma belle-mère. Et pour reprendre un petit peu l'action des hormones, j'avais noté que ça pouvait activer ou inhiber les canaux ioniques sur la cellule, ça pouvait activer des gènes, la production de protéines, ça pouvait aussi activer la production d'autres hormones. Donc ça serait la première question. Et la deuxième question, j'ai vu qu'il y avait deux structures différentes. Il y avait des hormones stéroïdiennes, d'autres qui étaient à base de protéines, et ça vient changer un petit peu le transport de ces hormones. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo? Oh, t'es trop fort, j'adore quand on dit des trucs comme ça, c'est parfait. Je t'ai écouté. Non, mais t'as bien raison, il y a les hormones d'un système hormonal, c'est passionnant. Quand tu mets le nez dedans, tu te dis, punaise, qu'est-ce que c'est bien foutu, la machinerie humaine, quoi. C'est même pas une machine, d'ailleurs, c'est bien plus puissant qu'une machine. Mais bref. En effet, les hormones ont différentes actions. C'est très juste. Soit elles disent à une autre glande de sécréter une autre hormone, c'est ce qu'on a vu dans l'axe HPTA, c'est-à-dire la glande pituitaire dit à la glande thyroïde de sécréter les hormones thyroïdiennes. Soit la cellule réceptrice va avoir une action, X ou Y, libérer du sodium, libérer du calcium, absorber du calcium. C'est ce qu'on voit quand j'ai parlé de la calcitonine tout à l'heure. Elle permet aux os d'absorber le calcium. La calcitonine, elle est sécrétée par la thyroïde. C'est pour ça que les dames, quand à la ménopause, ont parfois des problèmes de thyroïde, parce que c'est entre autres la thyroïde qui permet la densité osseuse, dont il faut prendre soin. Donc c'est pour ça que les hormones thyroïdiennes étaient en fait à partir d'iode, et la consommation d'iode est intéressante, mais pas que. Enfin, on voit en fait toute la complexité du vivant là, rien qu'à travers le prisme du système hormonal. En effet, les canaux ioniques, et c'est là où on peut faire des ponts avec le système nerveux dont on parlera après, mais le potentiel d'action du système nerveux, c'est-à-dire le courant électrique qui se balade de nos neurones, dépendent aussi de la réception de certaines hormones. Par exemple, vous connaissez tous le coup d'adrénaline que l'on a. L'adrénaline, c'est comme on dit, une neurohormone, parce qu'elle passe à la fois dans le sang et elle joue aussi sur le système nerveux. Qu'est-ce que ça fait? Ça peut faire sortir ou rentrer les ions, donc les minéraux, hein, pour parler simplement, sodium, calcium, magnésium, pour contracter ou décontracter les muscles, pour exciter les neurones du système nerveux. Donc oui, en effet, les hormones, elles ont tout un tas d'actions dans
dans leur panel. Et oui, et ton autre question, c'était dans leur structure même. Vous savez, dans le corps, c'est pas au kiné que je vais apprendre ça. C'est toujours la forme qui détermine la fonction. Et donc, les hormones, si elles sont stéroïdiennes, c'est-à-dire si elles sont faites sur une base grasse, à partir de lipides, elles vont avoir d'autant plus de facilité de pénétrer dans une cellule, parce que la double membrane cellulaire, elle est lipidique. C'est-à-dire que quand vous voyez bien que quand vous avez un verre d'eau et que vous mettez une goutte l'huile d'olive et l'eau ne se mélangent pas. Hein, c'est insoluble, voilà. Par contre, si de l'huile dans de l'huile, ça se mélange. Donc, l'hormone qui est faite à base de gras, d'huile, peut pénétrer plus facilement dans la cellule, alors que l'hormone qui est faite à base de protéines, elle a besoin d'un transporteur, de passer par des canaux et d'autres systèmes plus coûteux dans le corps en énergie, pour pouvoir pénétrer dans la cellule et agir sur l'expression de certains gènes, comme tu disais, déclencher son message, donner son ordre. Donc en effet, la structure de l'hormone diffère d'une hormone à l'autre. Donc dans les hormones stéroïdiennes, on connaît bien les hormones sexuelles, par exemple. Testostérone, progestérone, œstrogène, etc. Et, voilà. Donc les hormones thyroïdiennes, par contre, sont en base de protéines, par contre. Voilà, différentes. Et dans le corps, enfin dans le corps, dans la vie en règle générale, qu'est-ce qui va entraîner des perturbations au niveau hormonal? Est-ce qu'il y a c'est notre environnement? Qu'est-ce qui se passe pour avoir justement une perturbation de ces hormones et du cycle entre parenthèses normal? Ouais, ouais, très bonne question parce que ça permet de mettre le doigt sur le fait que le premier et le dernier ordre, qui est sans doute le plus difficile à respecter, c'est toujours le primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Et ça, dans le vivant, quand on parle d'un système complexe, c'est ô combien difficile. Parce qu'on met le doigt dans des rouages qui sont tellement complexes que, à côté de ça, une horlogerie suisse, c'est d'une simplicité enfantine, quoi. Donc, d'abord, ne pas nuire. Pour ne pas nuire au système endocrinien, il faut éviter ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est le premier truc à faire, quoi. C'est-à-dire toutes les sources de plastique, de microplastiques, les vêtements, ce qui nous entoure. On en revient, hein. C'est vrai que si on avait tenu ce discours-là il y a 10 ou 20 ans, on nous aurait dit, mais vous êtes des hippies, en fait. Vous êtes des hippies New Age qui vivaient dans la forêt. Voilà, vous dites n'importe quoi. Maintenant, c'est démocratisé. Maintenant, on sait que les perturbateurs endocriniens, ça existe, qu'il faut faire attention. Voilà, faut avoir une eau de qualité, bien filtrée, etc. Donc d'abord, pour ne pas perturber ce système endocrinien, je dirais qu'il faut justement pas forcément rajouter des nouvelles pratiques, quand même si on parlera des pratiques que j'aime faire dans l'hormèse, c'est d'abord ne pas nuire. C'est d'abord éviter voilà, comment dire, de mettre des bâtons dans les roues de ce beau système-là. Donc, Quel serait ton top 5 de perturbateurs endocriniens sur lesquels tu portes de l'importance? ouais, On l'attendait tous là-dessus. Ouais. ah, le top 5. Alors, le fameux top 5. Ça Si peut être un perturbe... top 10, hein, on est à 1000%, Oui. tu peux tout nous dire, moi. Et top 1000. Alors, top 1000. On va mettre en premier d'abord des choses de l'ordre du comportement plus que de l'ordre moléculaire. Parce que c'est vrai que quand on dit perturbateur endocrinien, on a tout de suite envie de parler des microplastiques. Certes. Mais je pense que le premier truc à réguler, c'est le sommeil. Vraiment, ce qui peut foutre toutes les hormones en l'air, c'est de passer une nuit blanche. Ça, c'est clair. Donc, si vous n'avez pas réglé votre sommeil, maintenant, il y a plein de coachs de sommeil. Je vais citer ma chère élève, fraîchement sortie du centre de l'Ormez, qui s'appelle Aurélie Montin. Si vous voulez la voir, en podcast d'ailleurs, c'est la spécialiste du sommeil pour moi en France. Aurélie Montin. Super. Vraiment, elle pourra vous dire bien mieux que moi encore dans la profondeur pourquoi et comment régler le sommeil et les insomnies. Donc ça, c'est clair. En France, on l'a tous testé. Hein. Une nuit blanche, mais t'as l'impression d'être au bout de ta vie le lendemain, surtout après 30 ans. Mais voilà. Donc, sommeil number one. Après, le stress chronique. Le stress chronique parce que, encore une fois, comme le dirait mon ami Mathieu Bouchard, un autre naturopathe côté outre-Atlantique, côté Québec et Canada, que vous pourrez en avoir en invité aussi. Génial, Mathieu. Mathieu Bouchard, il dit cortisol et les autres hormones, c'est les bitches, donc vous traduirez en anglais ce que ça veut dire, du cortisol. C'est-à-dire,
Voilà, vous avez compris. Je vais pas être vulgaire, mais les autres hormones, c'est les esclaves du cortisol. Voilà. Parce que une fois que lui il est élevé, une fois qu'il est là, tout le monde se met à son diapason. Et s'il est tout le temps chroniquement élevé, toutes les autres hormones, c'est le bordel. On se comprend plus, ça crée des dérégulations, c'est immunodépresseur, c'est-à-dire que vous avez le système immunitaire qui commence à tomber dans les chaussettes, donc on tombe plus malade, on est moins résilient contre les pathogènes, etc., etc. Donc stress chronique, c'est-à-dire éviter de chroniquement avoir des stimulations négatives pour un individu, quoi. Donc que ce soit psychologique, émotionnel, physique, il faut des temps de repos. Il faut des temps de repos, il faut une alternance comme jour-nuit. Et ça me permet de mettre sur comment dire, le podium ce qui peut le plus perturber le système endocrinien, ça va être de ne pas respecter les cycles circadiens. C'est de ne pas respecter justement le fait que nous sommes des animaux diurnes, c'est-à-dire qui vivent le jour et dorment la nuit. Et ça, nous, on est très mauvais en 2024, de manière moderne, à respecter ça. C'est-à-dire que la nuit tombée, on va allumer les lumières artificielles et continuer à regarder les smartphones et les écrans. Ce qui va complètement perturber le noyau suprachiasmatique, qui est une structure dans le cerveau qui gère notre horloge biologique, et notre glande pinéale qui fait la mélatonine, qui nous permet d'aller faire dodo et qui nous permet la régénération de la nuit. Encore une fois, les grands méchants loups, c'est un peu nos smartphones maintenant qu'on a toujours sur nous et dans la poche, etc. Et ces écrans, cette lumière bleue que l'on a le soir, alors qu'on devrait, une fois le soleil se coucher, on devrait aller nous aussi nous coucher, quoi. Et le matin, on se réveille pas aux alentours du lever de soleil. Ça, c'est vrai que c'est rabâché de long en large par le professeur de Stanford, Andrew Huberman, qui a son fameux podcast, Huberman Podcast, qui est, voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs pédagogues de notre génération. Hein. Il est génial, ce type-là, et en plus, il est affûté comme jamais. Donc voilà, quand t'as quelqu'un comme ça, qui est pas un vieux barbu académicien, ça fait du bien, quoi. Le gars, il est tatoué, et en plus, c'est un solide. Voilà, on veut que ça, quoi. Et donc, il nous dit de long en large que, voilà, il faut respecter, il faut être dehors au moment du lever du soleil, pas regarder le soleil droit dans les yeux parce que ça va nous cramer les rétines, mais être juste dehors, même s'il y a des nuages. Et ça, en fait, ça va donner le top chrono de la cascade hormonale du corps. Et donc après, au moins, on part sur des bonnes bases. Au moins, on n'est pas une main dans le dos ou un cache-œil sur le système visuel. On a tout le monde qui est là. Après, il faut évidemment bien manger, etc., etc. Mais ça donne les bases. Et après, le soir, être aussi dehors au moment du coucher du soleil, ça permet de faire comprendre au système hormonal, entre autres, que c'est le moment de sécréter la mélatonine, c'est le moment d'aller se coucher, et ne pas, encore une fois, regarder les écrans trop tard le soir, etc., etc. Donc, respect des systèmes circadiens. Et ensuite, après ce top 3, pour le 4 et le 5, là, je vais dire ce qu'on mange, les microplastiques, les vêtements, tout ça, tout ce qui est moléculaire et qui peut rentrer dans le corps. Donc là, les crèmes que vous mettez sur la peau, c'est terrible. Les crèmes solaires, etc., si elles sont pas, encore une fois, sourcées de la bonne manière, qu'il n'y a pas que des produits naturels, comme le disaient nos grands-mères, ce qu'on se met sur la peau, il faudrait pouvoir le manger. Donc si vous n'êtes pas sûr de pouvoir manger votre crème solaire, ne mettez pas votre crème Juste, solaire sur la peau. c'est l'été du coup. Est-ce que tu aurais un conseil sur une crème solaire? Je pense que c'est quand même d'actualité pour tout le monde au moment où le podcast va sortir. Est-ce que tu aurais une crème à nous conseiller ou des choses à repérer? Alors là, je suis très très nul. Très très nul. Si j'enlève Ok, mon mais c'est pas débardeur, grave. vous allez voir le marquage, le pire bronzage au monde. Parce que en fait, moi, dessous, je suis blanc. Je suis bronzé que aux endroits où je mets pas de débardeur, quoi. Ok, Donc c'est terrible. Je mets pas de crème. pas de J'ai souci, pas pas de de souci. marque à vous recommander. Mais c'est une très bonne question. Alors, de manière très simple, si vous n'êtes pas maçon et si vous n'êtes pas exposé toute la journée au soleil, mettez juste un chapeau dehors et mettez juste des manches longues. Donc pour moi, la meilleure crème solaire, c'est des manches longues. Si vous avez peur pour Ok. votre peau et que votre dermato vous a dit, franchement, fais gaffe à ta peau, toi, tu as une peau vraiment très voilà, assujettie à tel problème, mettez des manches longues et un chapeau. Voilà, je serais plus de cette école-là, quoi. Ok, top. Et pour faire le pont un petit peu sur le système nerveux, ouais, je suis tiraillé, j'ai envie de te parler d'un truc. C'était une réflexion de Zina Gombert. C'est
une médecin fonctionnelle qui est venue pour la fertilité et elle nous disait finalement, donc elle est très axée sur la gestion des émotions et on n'avait pas eu le temps de parler de tout ça, mais elle disait que le centre de gestion des émotions dans le cerveau était très proche de l'hypothalamus ou de l'hypophyse, ou tu me reprendras si je me trompe, et elle disait que finalement, est-ce que les hormones ne seraient pas l'expression euh, métabolique de nos émotions? Voilà. Hmm. Alors, je comprends ce qu'elle veut dire. Euh, ça C'était pour moi, une traduction physique de nos émotions, de nos c'est émotions, quoi. et c'est là où moi je mets parfois un petit haut là, parce qu'il faut faire attention aux raccourcis. C'est-à-dire, il y a une approche très moderne, l'épistémologie, donc c'est-à-dire l'étude de la connaissance nous permet de faire un éclairage assez intéressant là-dessus, sur ce qu'on appelle le réductionnisme. C'est-à-dire réduire à la matière, euh, ou réduire à une seule cause une pléthore de phénomènes. Par exemple, Huberman, je viens de dire que je l'adorais et pourtant je le critique très facilement, c'est-à-dire que c'est un neurophysicien. Euh, les neurophysiciens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont expliquer le comportement ils vont vouloir trouver la signature neuronale d'un comportement ou d'une émotion dans le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, Oui. la peur, ils vont vouloir te dire ça c'est le centre de la peur. Les amygdales, c'est le centre de la peur ou de la détection du danger. Telle émotion, ah ben oui, c'est la voie dopaminergique. La recherche du plaisir, c'est telle voie dopaminergique. Et en fait, ils cherchent, vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire qu'ils essayent de réduire à une structure matérielle des choses qui sont immatérielles. Ça, moi, j'ai un peu du mal parce que l'histoire des sciences nous dit le contraire. L'histoire des sciences, donc l'histoire de la connaissance, donc ce qu'on appelle l'épistémologie, nous dit, vous savez, plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte du système dynamique et encore une fois, ce côté circulaire des choses qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Donc, donner un centre aux émotions dans le cerveau, déjà, moi, ça me pose un peu de problème. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Oui. c'est clair que quand je vous ai parlé du système hormonal, je vous ai dit, voilà, l'hypothalamus, on va faire de manière consensuelle, on va faire débuter le système hormonal dans le cerveau au niveau de l'hypothalamus, mais sachez que cette vision est lacunaire. C'est pas comme ça dans le vivant. Tu peux pas dire, ça c'est le début, ça c'est la fin. La causalité, ce principe de causalité, il s'est pris des coups de pied, comme dirait mon ami Slim, des pieds-bouches, toute sa vie le long de l'humanité et de la recherche scientifique. Toute sa vie, la causalité, elle s'est pris des coups et des lattes. Parce qu'on a voulu dire, ah, on a trouvé ça. Et c'est la cause de ça. Et non, parce que c'est circulaire. Et dans un rond, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Donc voilà, Oui, c'est un peu la limite de la science qui cherche à tout prouver, à tout justifier. Mais c'est un sujet qui t'a pas trop plu. Du coup, on va basculer sur le système nerveux. Et peut-être pour le système nerveux, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc les neurohormones qui sont à la fois neurotransmetteurs et donc qui sont impliqués dans le système nerveux et en même temps dans le système hormonal? Voilà, ouais, juste pour faire un petit pont. ouais, le pont est vraiment intéressant, en effet. Il y a certaines hormones, et plus on avance, plus on se rend compte que c'est presque toutes les hormones, en fait. Hein. Certaines hormones qui passent par la circulation sanguine, comme je vous l'ai dit, mais aussi, peuvent passer par le système nerveux et avoir des actions au niveau du système nerveux. On connaît très bien, et je pense que tout le monde connaît l'adrénaline. Voilà, l'adrénaline, c'est ça, ou la noradrénaline, qui sont précurseurs. Ça, par exemple, c'est un très bon exemple. Donc, ça peut emprunter des voies très rapides. Là où le système hormonal, c'était la voie postale, ça arrive à votre voisin le lendemain. La voie nerveuse, c'est plus un courant électrique qui va à 100 mètres par seconde. Donc ça va pas aussi vite que dans le câble téléphonique de votre voisinage, mais ça va quand même très vite. Bah, c'est plus un coup de téléphone. Ça va beaucoup plus vite par rapport à la voie postale. Et donc le système nerveux, bon, bah, on est parcouru de ces fameux nerfs dans le corps. Et quand c'est dans le cerveau, on dit que ce sont des tractus. Voilà. Vous pouvez savoir si vous vous demandez pourquoi tout d'un coup on emploie le mot tractus, quand on dit tractus, c'est qu'on est dans le cerveau, et quand on est dans le corps, on dit des nerfs. Et donc, voilà, on a un système nerveux qui est à la fois, quand on essaie de le géolocaliser, central, quand on parle du cerveau et de la moelle épinière, et périphérique, c'est tous les nerfs qui partent
de la moelle épinière, donc voilà, centrale et périphérique. Et ensuite, on peut établir des différentes branches, comme on dit. On a ce qui se passe en dehors de notre volonté, le système nerveux autonome, le cœur qui bat, la respiration là qui est en train de se réguler, des choses qui se font sans que j'y pense. Et le système nerveux volontaire, si je décide de lever mon bras, c'est moi qui le décide. Voilà, je peux y mettre une intention, je peux le faire bouger avec ma volonté. Donc on peut faire ces deux grandes branches-là. Et ce que j'aime particulièrement, et c'est pour ça que c'est un des piliers de mon hormèse, enfin de la manière que j'ai de transmettre l'hormèse, c'est la respiration, parce que la respiration à la fois c'est involontaire, c'est autonome, ça se passe même si j'y pense pas, et heureusement. Mais aussi, je peux prendre le contrôle, comme un aviateur qui aurait le pilote automatique enclenché, mais de temps en temps, s'il veut, il reprend le contrôle. Je peux prendre le contrôle de la respiration et fluctuer, faire une inspiration plus grande, une expiration plus prolongée. Et ça va jouer sur mon rythme cardiaque. Ça va peut-être même jouer sur mes émotions et sur la manière de sécréter certaines hormones. Et c'est comme ça que on a ce qui est très démocratisé, par exemple la méthode Wim Hof, qui a c'est un protocole respiratoire très puissant qui ressemble à une hyperventilation, où on a tout d'un coup, quand on mesure les niveaux de noradrénaline et d'adrénaline sécrétées, des trucs qui font des bonds de plus 300% ou ce genre de choses. Donc, d'une manière volontaire, on peut agir sur ce qui est d'habitude autonome. Et donc, ça ouvre des perspectives par rapport à la régulation des émotions, par rapport à la régulation de notre santé, etc. C'est que on a les clés, chacun, de manière individuelle, de reprendre nos responsabilités. C'est un terme que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, arrêter de donner les clés de notre santé à un thérapeute. C'est-à-dire, je peux faire des choses chez moi. Je peux peut-être pas tout faire, mais je peux avoir une grande influence sur ma santé et sur ma vitalité. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime aussi la respiration. Et voilà, pour le système nerveux, deux grandes géolocalisations, centrale, périphérique, et après, ce qui se passe en dehors de ma volonté et ce que je peux diriger par ma volonté. Et cette respiration, donc, du coup, tu lui vois un intérêt sur le système parasympathique. Donc, c'est volontairement gérer le système involontaire. Donc ça, c'est magnifique. Mais du coup, quand tu respires, il y a un double effet entre le système hormonal et le système involontaire, ou c'est vraiment le système involontaire qui va venir influencer le système hormonal, ou comment tu vois ça? Ouais, difficile à savoir qui influence qui. Est-ce qu'il y en a un qui est primordial sur l'autre? Il y a Jean Duchazot qui a écrit des livres vraiment très intéressants sur le système hormonal et qui place la thyroïde comme étant la glande qui sécrète les hormones, qui dirige tout. Ok. Juste avant, je vous ai parlé de mon ami Mathieu Bouchard qui dit non, 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 c'est le cortisol qui, une fois qu'il est là, tout le monde le suit. D'autres, si vous ouvrez un livre de physio typique, on va dire, classique, ce sera plutôt le système nerveux qui va être présenté comme premier et comme influençant les hormones parce que plus rapide. Et parce que les glandes, dont la thyroïde et le reste, hein, toutes les autres glandes, sont innervées. C'est-à-dire elles ont des récepteurs nerveux. Donc, difficile de savoir qui a raison. Moi, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai répété plusieurs fois, j'ai une vision qui est toujours globale, toujours circulaire. Et donc, c'est difficile de donner un point de départ comme quelqu'un qui influence plus qu'un autre. Donc, par contre, la respiration, ce qui est certain, c'est que, tu l'as très bien dit, tu as parlé du parasympathique. Et là, le sympathique et le parasympathique, c'est évidemment un autre pan du système comment dire, nerveux que j'aurais pu évoquer, mais j'ai décidé de pas évoquer, mais qui est très très intéressant en effet. Le système parasympathique, c'est le système repos, digestion, sommeil, récupération, voilà, régénération. C'est vraiment le côté de la nuit, du jour-nuit. Ok. On en a vraiment besoin et lui, il est mis à mal. Lui, comme je vous ai dit, le plus gros impair qu'on peut faire contre le système hormonal, c'est de pas dormir la nuit. C'est parce que ça nous enlève du parasympathique, grosso modo. Et le système sympathique, c'est lui qui va nous faire combattre le tigre, le patron, ta belle-mère, qui tu veux, parce que là, c'est problématique. Ok. Moi, je regardais Roland Garros hier. C'est clair que Roland Garros, ils sont dans le sympathique tout le temps. Djokovic, c'est du sympathique. Donc,
noradrénaline, adrénaline, les neurohormones du stress et du lutte ou fuite. Donc la respiration, elle se cale sur ça et elle permet de volontairement mettre des protocoles en place pour stimuler soit le parasympathique et le repos, avec des protocoles d'allonger l'expire, de se détendre, etc. Soit des trucs puissants pour stimuler le sympathique, comme la méthode Wim Hof. Je trouve ça hyper intéressant qu'on parle de la respiration et que tu en parles, car c'est vrai que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté, mais au plus haut point. C'est vrai que souvent, les gens, ils cherchent des choses, on va chercher l'entraînement un peu intense, on va chercher le nouveau produit, quelque chose de miraculeux, alors que la respiration, c'est vrai que c'est un truc qui est gratuit, qui est accessible, on pense que c'est normal. Moi, ma question par rapport à ça, déjà, est-ce que tu pourrais montrer l'importance de la respi en plus de ce que tu viens d'apporter, si tu as des choses en plus pour que les gens vraiment se disent, ah ouais, il faut absolument que je respire. Et deuxième point, comment est-ce qu'on pourrait se bilanter? Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs axes de travail sur la respiration. On entend beaucoup la respiration nasale avec son importance. Tu l'évoques pas mal dans tes vidéos. Tu parles aussi de la tolérance à l'O2, CO2. Tu parles aussi de la mobilité respiratoire. Justement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se bilanter et donner aussi des clés aux gens? C'est vrai qu'on se dit, ben ouais, je respire, mais est-ce qu'il y a un protocole à faire? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu des pistes? Désolé, c'est un peu long, mais est-ce que tu pourrais nous aiguiller sur ça? Non, non, c'est génial, j'adore ces questions, merci beaucoup. Par contre, mes réponses aussi vont être sans doute un petit peu longues, donc Il n'y a pas de désolé souci. d'avance. Euh, alors pourquoi c'est important? La respiration, c'est ce qui permet, donc la respiration à notre échelle, c'est ce qui permet à nos cellules de respirer. C'est-à-dire que la respiration, c'est pas gonfler ses poumons, on s'en fout que les poumons, que la cage thoracique bouge. Le but de la respiration, c'est que tout notre oxygène soit acheminé par nos globules rouges dans le sang jusqu'à nos cellules et que ces petits globules rouges, comme des petits bus à oxygène, délivrent l'oxygène aux cellules et que les cellules, les muscles, le cœur, les glandes, les cellules de tous les organes du corps puissent respirer à leur échelle. On comprend bien que si nous on s'arrête de respirer, on meurt, mais une cellule qui s'arrête de respirer, elle meurt également. Donc c'est notre santé, notre vitalité, tout dépend de la respiration, de la présence d'oxygène et de l'évacuation et aussi de la présence, comme on va le voir, du CO2, des échanges gazeux. Donc c'est pas que c'est important, c'est que c'est obligatoire de respirer et que plus on respirera bien entre guillemets, meilleure sera notre santé. Là, en termes de bénéfices, comme tu l'as très bien dit, c'est énorme. Pour moi, c'est dans les cours, dans le cursus du centre de l'Ornaise, c'est ce que j'apprends en premier aux élèves. C'est pas la nutrition, c'est pas le mouvement, c'est pas le sport. Pourtant, c'est ma grande passion. C'est la respiration. Donc voilà, il faut permettre aux cellules de respirer. Et pour ce faire, il y a donné un petit test par la suite, mais juste faire un point technique avant. Il y a ce fameux effet Bohr dont tu as parlé tout à l'heure, qui met en lumière l'importance du CO2. C'est-à-dire que dans le sang, il faut que pour nos petits bus à oxygène, donc ces globules rouges, pour que les globules rouges qui tiennent l'oxygène relâchent l'oxygène aux cellules, il faut que dans le sang, il y ait une pression de CO2. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une quantité suffisante de CO2 dans le sang pour que les globules rouges fassent respirer nos cellules. Ben ça, c'est mis à mal, encore une fois, c'est perturbé de nos jours parce qu'on est tellement stressé par les belles-mères, tout ce que vous voulez, on est tellement stressé qu'on hyperventile. C'est-à-dire, on ouvre la bouche et sans s'en rendre compte, les gens, si vous les observez dans la rue, ils ont la bouche constamment ouverte et ils hyperventilent. C'est pas beaucoup, hein. Ça semble anodin de loin, mais ça sort et surtout ça sort plus intensément qu'il ne faudrait. Normalement, une respiration au calme, quand on est bien, quand on est sur le canapé, quand on lit un bouquin qu'on aime bien et qu'on n'est pas stressé, on devrait respirer par le nez, calmement. Ce qui fait que si on respire constamment par la bouche et qu'on hyperventile constamment, on va tellement avoir de CO2 qui va sortir, qu'au bout d'un moment, le corps il ne saura plus en tolérer. Dès qu'il va y en avoir un certain niveau, on va dire, oh là, alerte rouge, faut que j'évacue encore. Et je pourrais que le tolérer un tout petit peu. C'est comme si vous mangez pas d'ail, ou un truc puissant, ou de curry, ou de ce que vous voulez, pendant X mois ou X années. Le jour où vous en remangez, waouh, qu'est-ce que c'est fort. Le corps, il a plus l'habitude. Et ben, le CO2, c'est pareil. Il faut s'y habituer un petit peu pour savoir le tolérer dans un certain niveau. Parce que c'est lui, vraiment, c'est de lui dont va dépendre l'oxygène. Et ça, c'est donc l'effet Bohr.
qui est dans tous les livres de physio, et pourtant qu'on oublie très facilement. L'effet Bohr, ça s'écrit BOHR pour les auditeurs qui veulent regarder. Et donc, petit test qu'on peut faire, c'est tout simplement une apnée poumon plein. Mais c'est tout simple, hein, c'est une apnée poumon plein. Parce que quand vous faites une apnée poumon plein, c'est-à-dire que vous videz bien vos poumons, et puis vous gorgez d'air, vous remplissez un maximum, et vous bloquez, là vous restez maximum de temps, vous pouvez remarquer que le réflexe que l'on a, quand on arrête l'apnée, quand j'en peux plus, j'arrête l'apnée, c'est pas que j'inspire, c'est que j'expire. Je souffle, je fais ah, j'enlève en fait le trop plein de CO2. Donc, le réflexe du corps, la tolérance du corps à rester en apnée, en fait, c'est votre tolérance à garder du CO2 en vous. Donc ça, c'est un très bon test, l'apnée poumon plein, pour voir où est-ce qu'on en est. Si vous partez en apnée et que vous tenez que 20 à 30 secondes, bon, c'est que ça le fait pas. C'est qu'il y a vraiment du boulot à faire. Il faut que vous testiez votre apnée poumon plein. Il faudrait au moins qu'une personne non entraînée, non préparée, puisse tenir au moins 1 minute en apnée poumon plein. Au moins. Et après progresser. Et aussi, Voilà. tu montres la différence, vu qu'on en parle, entre l'apnée poumon plein, je crois, et apnée poumon vide, et comparer les deux. Est-ce que tu peux expliquer aussi pour les auditeurs? Bien sûr. Donc, l'apnée poumon plein, comme j'ai dit, quand on cesse l'apnée, on souffle. Donc ça teste très bien notre tolérance au CO2. Est-ce que je peux tolérer du CO2 en moi qui, quand je suis en apnée, va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler? Est-ce que je peux le tolérer pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes? Et à l'inverse, si je pars en apnée après avoir soufflé, comme on dit apnée poumon vide, là je teste ma tolérance à l'hypoxie, c'est-à-dire ma tolérance au manque d'oxygène. Et là par contre, quand je vais arrêter cette apnée-là, le premier réflexe que je vais avoir, c'est je vais reprendre de l'air, je vais avoir un besoin d'air. Donc là on voit bien qu'on mesure en fait notre capacité à rester sans oxygène. Bon, donc on a 2 tests qui sont super intéressants. Est-ce que je peux tolérer beaucoup de CO2? Est-ce que je peux tolérer peu d'oxygène? Et je compare. Moi, j'aime bien, c'est pas valable partout, c'est pas une loi universelle, mais j'aime bien que l'apnée poumon plein puisse durer au moins 1,5 voire fois 2, 2 fois plus de temps que l'apnée poumon vide. Donc vous faites une apnée poumon vide, vous testez, vous arrivez à rester 30 secondes par exemple, il faudrait au moins que l'apnée poumon plein dure 1 minute. Donc voilà un test, tout simple. Et ce que j'ai pu remarquer chez les sportifs, parce que j'imagine que beaucoup de sportifs vont nous écouter dans votre auditoire, c'est que ils sont très bons, que ce soit dans le crossfit, que ce soit la course à pied, que ce soit les sports de combat, ça c'est vraiment les 3 grandes catégories d'athlètes que j'ai accompagnés, que je fais plus trop, mais que j'ai accompagné longtemps. Ils sont très bons à gérer justement cette hypoxie. C'est-à-dire ils se mettent dans la zone rouge. Eux, hyperventilés, soufflez fort, pas de problème. Par contre, vous le faites des apnées poumons pleins, ils tolèrent très mal le CO2. Et j'ai vu, et là justement, c'est là où c'est intéressant et qu'on fait le point avec les émotions, qui était une question que j'ai adorée tout à l'heure. C'est juste que j'ai répondu en beau temps en touche, quoi. Mais avec les émotions, c'est que j'ai vu beaucoup de gens, surtout c'est marrant quand c'est des grands solides, fondre en larmes dans des exercices d'apnée. Voir des émotions qui ressortaient. Et là, tu te dis, punaise, il y a un truc, en fait, qui est d'une complexité, d'une globalité qui nous dépasse. Parce que pourquoi des émotions remontent maintenant alors que je suis juste en train de retenir mon souffle, quoi. Parce que, pour eux, ils n'ont pas l'habitude. L'effort, c'est tout de suite zone rouge, et zone rouge, j'hyperventile. Je souffle fort. Je garde pas du CO2 en moi. Et là, je leur demande de l'accumuler volontairement en eux, et ça chamboule tout. Là, pour moi, il y a un gros manque à gagner. Et dans le CrossFit, il y a un monsieur qui a révolutionné les efforts de longue haleine. C'est Chris Hinshaw, le coach qui a coaché Froning, Fraser et tous les grands du CrossFit, qui leur a appris à respirer, en fait. Il leur a appris à respirer et donc à courir. Mais c'est passé par la respiration. Et c'est que... Voilà. Vas-y, Vincent. Non, non, c'est juste pour, à partir du moment où tu vois qu'il y a un déficit de tolérance à l'hypoxie ou à l'hypercapnie, comment tu vois l'entraînement? Ouais, eh ben écoute, par exemple, si je tombe sur un crossfitter qui a du mal justement avec l'apnée poumon plein, on va bosser sur ça, on peut bosser sur un erg, donc tu le mets sur du rameur, tu le mets sur un assaut bike, tu le mets sur n'importe quoi, ou même en course à pied, hein, tu dis parcourir. Par contre, c'est footing, c'est vraiment vraiment très lent. Pareil sur le rameur et pareil sur le vélo elliptique, peu importe. Par contre, toutes les minutes,
Tu viens de faire une apnée de 30 secondes, poumon plein. C'est-à-dire, minute, on a le top, comme un M-homme en CrossFit, top à la minute. À la minute, tu fais 15 secondes d'apnée poumon plein. Et puis tu relâches après. Et puis tu fais ça sur 10 minutes. Toutes les minutes, 15 secondes d'apnée poumon plein. C'est tout simple. La séance d'après, on fait 20 secondes. La séance d'après, on fait 25. Et puis d'après, on En, fait 30. Et tu en vois, tu continuant t'améliores. l'effort pendant ces 15 secondes ou en faisant rien? Non. Ah, Tu ok. t'arrêtes. Non, tu t'arrêtes pas, pardon. Tu pédales ou tu rames sans t'arrêter. C'est pour ça que c'est important que ce soit un tout petit rythme. Et pareil pour la course à pied. Parce que le mouvement musculaire, évidemment, il va faire sécréter beaucoup de CO2 par les muscles. Et donc, ça va s'accumuler très très vite dans le corps. Donc 15 secondes suffisent largement. Voilà. Et donc, pareil pour l'apnée poumon vide, bah, tu peux mettre des protocoles en place où tu travailles plus l'apnée poumon vide durant l'effort, ou bien en marchant, ou bien en statique. Mais là, c'est comme l'entraînement, c'est la régularité qui va payer, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et est-ce que tu pourrais aussi pour les auditeurs donner un petit peu le... J'ai appris des choses en t'écoutant, c'était magnifique. Bon, merci encore. Sur la Non. respiration Ah, nasale. C'est vrai que déjà, apparemment, il y a ça change la structure de la mâchoire, j'ai vu. Il y avait aussi la sécrétion de l'oxyde nitrique. Je trouvais ça incroyable. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer aux auditeurs un petit peu et aussi l'effet sur le diaphragme, du coup, parce que bon, ça, bien sûr, on le sait tous, mais ramener aussi l'importance du diaphragme, pas forcément dans la respiration, mais dans d'autres aussi fonctions. génial. Ouais, ouais, carrément. Et aussi, Donc la excuse-moi, et respiration, aussi comment, excuse-moi, juste pour finir, comment la mettre aussi en pratique pour que les gens aient aussi des billes pour commencer à s'entraîner à le faire. Désolé. ouais, ouais, bien sûr. Non, je t'en prie. Si vraiment c'est problématique pour vous, la respiration nasale, faites-le pour l'instant juste par petites tranches, quoi, 5 minutes assis tranquillement. Ou bien, si c'est ok, faites-le en marchant. Mais, voilà, je pars faire ma petite marche d'une demi-heure. Je vais vraiment me concentrer à respirer que par le nez. Pour certaines personnes, c'est déjà un challenge, ça. Et puis, si c'est ok, on place durant l'effort un petit footing, bah, uniquement par le nez, mais vraiment léger. Et petit à petit, tu progresses comme ça. Parfois, je m'amuse, moi, c'est WOD de CrossFit. Donc, vraiment, tu te mets dans des zones rouges. Par contre, j'ouvre pas la bouche. Bah, là, tu te mets, comme ce qu'appellent les grands philosophes, un gros tarif. Ça, c'est vraiment, vraiment très dur. Euh, donc, par le nez, pourquoi? Bah, déjà, quand on ouvre un livre de physio, il parle pas de la bouche. C'est-à-dire, c'est pas un organe pour la respiration. En physiologie, on ne parle pas de la bouche dans le système respiratoire. On a vraiment on est vraiment équipé au niveau anatomique pour respirer par le nez. Donc, il y a la cavité nasale qui a des cornets et des choanes. Donc, faut imaginer des tunnels. Et dans ces tunnels-là, quand on respire par le nez, l'air va s'engouffrer et turbiner. C'est-à-dire, il va connaître plein de turbulations. Et en fait, ces mouvements d'air vont provoquer par le nez de la sécrétion, entre autres, d'oxyde nitrique, qui est, donc le gaz NO, un vasodilatateur. C'est-à-dire, il va ouvrir toutes les voies respiratoires de la trachée jusqu'au poumon. Il va les ouvrir, il va dilater tout ça pour permettre de meilleurs échanges gazeux au niveau des poumons. Et donc, plus d'oxygène passe dans le sang, plus de CO2 en sortent, etc. Donc l'oxyde nitrique, il a vraiment un rôle prépondérant, et c'est vraiment 75% qui est sécrété dans la cavité nasale, pas par la bouche. Il n'y a aucune oxyde nitrique qui est sécrétée dans la bouche. Okay. Donc ça, c'est hyper important. Alors, bien entendu, il y a tout le côté immunitaire aussi, parce que dans le nez, il y a du mucus, il y a les poils qui vont attraper les grains de poussière et les pathogènes potentiels. Enfin, par rapport à la bouche, bon, je vais pas vous faire un dessin, c'est évident que le nez, au niveau du système immunitaire, est beaucoup plus puissant comme barrière pour nous défendre contre quelque chose qui nous serait néfaste à l'extérieur. Euh, et, euh, et par rapport au diaphragme, en effet, quand on respire par le nez, on a une activation plus prononcée du diaphragme, qui est donc le muscle un peu en forme de parapluie sous les poumons, qui lui est le muscle principal de la respiration, et qui va solliciter en partie, enfin, pardon, pas en partie, en particulier, la base basse, le bas des poumons. Et c'est dans le bas des poumons que sont les fibres nerveuses du parasympathique. Le fameux parasympathique dont on parlait tout à l'heure, qui est le calme et le repos, qui nous permet de nous détendre.
Et donc, c'est sans doute pour ça que quand on respire par le nez, on a plus de facilité à respirer au niveau du ventre, au niveau du nombril. On sent que le ventre se gonfle. Et on a tout d'un coup, plus facilement en tout cas, une sensation de relaxation. Donc, c'est en ce sens pour moi que c'est très puissant, la respiration nasale, surtout dans une perspective de détente. Et après, pour ceux qui recherchent la performance, ben, se forcer à respirer dans un effort intense, dans un effort soutenu, c'est justement brider, en fait, permettre qu'il n'y ait peu d'oxygène qui rentre et peu de CO2 qui sortent. Donc, c'est-à-dire, c'est une contrainte supplémentaire, un peu quand tu ferais un entraînement, d'habitude, tu le fais poids du corps, tu fais des pompes, tu fais des tractions, tu fais de la course à pied, poids du corps, mais aujourd'hui, tu veux te challenger plus et tu mets un gilet lesté de 10 kilos. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu te mets une contrainte en plus quand tu te dis je respire pas par la bouche. Et même quand ça va être la zone rouge où je vais être vraiment dans le dur, ben, je vais respirer que par le nez. Contrainte supplémentaire. Donc pour certaines sportives et sportifs, ça peut être intéressant. Et après, tu parles aussi tu parles aussi, je crois, d'une meilleure digestion grâce aussi au diaphragme. Il me semble meilleure assimilation, meilleure absorption aussi avec le duodénum. Et juste, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs, pour finir peut-être la respiration, à part si Vincent a une question sur ça, parce qu'il y a pas mal de choses à parler, donner un petit protocole peut-être dans la semaine, comment on pourrait organiser un petit peu sa semaine au niveau de la respiration pour les auditeurs, si on veut travailler ça? Ouais, ouais, très bien. Le diaphragme, il a un rôle énorme dans le système digestif parce que déjà, c'est le pressoir de tous les organes, toutes les viscères. C'est-à-dire, on sent bien que quand on respire par le ventre et que on inspire fortement, on expire fortement, le diaphragme presse le foie, qui est une éponge à sang. Hein, le foie, il est gorgé de sang. Pour ceux qui mangent du foie d'animaux, vous voyez bien que c'est presque que du sang, le truc. Et c'est le seul organe, parce qu'il est autant vascularisé, qui est capable de se régénérer, même quand il est amputé à 20%. C'est-à-dire, on peut le supprimer de 80%, parce qu'il a autant de vascularisation, il peut se régénérer. C'est quand même fou, le foie, c'est un organe incroyable. Mais il a besoin, comme une éponge pleine, d'être pressé. Et donc, le diaphragme permet ça. Mais il y a toutes les viscères, c'est-à-dire gros côlon, intestin grêle, tout le monde va bouger grâce au diaphragme. Donc si vous avez des problèmes digestifs, des blocages au niveau du ventre ou quoi, prenez le temps de respirer calmement, 5 minutes même par jour, ça peut vraiment aider. Et par rapport au duodénum, c'est super intéressant ce que tu soulignais, et je te remercie de mettre la lumière dessus, c'est que il y a un ligament qui s'appelle le ligament de Treitz, ça s'écrit T-R-E-I-T-Z, qui relie directement le diaphragme avec la partie du duodénum qui est mobile, qui donc la rend mobile, qui est le D1, quoi, qui est la première partie du duodénum. Le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Et ça, en fait, comme une balançoire, en fait, le diaphragme va faire bouger le duodénum, ce qui permet à votre bol digestif de progresser depuis l'estomac vers les intestins. Donc, le diaphragme fait vraiment comme quand on secoue les draps à la maison, quoi. Il fait bouger tout le monde, quoi. Vous secouez votre lit grâce au diaphragme au niveau digestif. Donc c'est vrai, c'est le mouvement, quoi. C'est vraiment le mouvement de l'intérieur du corps, le diaphragme. Donc c'est plus qu'important. Et par rapport à un protocole, bah écoute, c'est difficile évidemment de donner un protocole universel pour tout le monde, mais moi je recommanderais d'avoir une pratique au niveau mobilité, c'est-à-dire comment ça bouge mon système respiratoire. Pour ça, tu as 3 étages. Tu as l'étage du bas, comme on a dit, respirer avec le diaphragme, respirer, comme on dit, entre guillemets, avec le ventre, par le bas. Donc, on peut placer une main au niveau de son nombril et sentir est-ce que ça gonfle bien, est-ce que ma main elle bouge bien, je gonfle bien mon ventre, est-ce que mon ventre se creuse bien sur l'expiration. Sentir l'étage des côtes, je peux mettre mes mains sur les côtes et sentir est-ce que j'arrive bien à respirer de manière horizontale. Mettre ma main au niveau des clavicules pour voir est-ce que je gonfle bien ma poitrine, est-ce que ces 3 étages-là, je les maîtrise. Si je les maîtrise pas, il faut qu'au niveau de la neuromotricité, au niveau de cette motricité respiratoire, je m'améliore. Donc si c'est pas bon, je travaille sur ça. Allez, le top, ce serait d'avoir 3 moments dans la semaine, 3 séances par semaine dédiées à la respiration, qui durent entre 5 et 15 minutes. C'est pas énorme, mais il faut prendre le temps de le faire. Donc entre 5 et 15 minutes, 3 fois par semaine, au niveau de la motricité. Si au niveau de la motricité, je suis bon, franchement, je me gère, je vois que tous les étages bougent, ben je peux jouer sur les échanges gazeux. Et là, on a soit joué sur l'hypoxie, soit joué sur l'hypercapnie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soit jouer sur le fait de pouvoir accumuler du CO2 en nous,
soit le fait de jouer sur tolérer le manque d'oxygène. Et ben là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les apnées poumons pleins, poumons vides, les efforts en apnée, tout ce que vous voulez, mais pareillement, pour qu'on ait des vrais effets sur le long terme, pour moi, 3 séances dédiées à la respiration par semaine, c'est vraiment un minimum, quoi. Où est-ce que tu mettrais le travail de cohérence cardiaque dans tout ça? Euh, Est-ce qu'il y a des modalités particulières que toi tu conseilles? Est-ce que le 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ça semble un petit peu trop basique et modulable? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Ouais, je pense que tous les exercices de respiration sont modulables, c'est sûr. Mais la cohérence cardiaque est assez magique. Franchement, c'est sûr que maintenant j'ai l'impression que c'est une tarte à la crème tellement que c'est connu, quoi. Mais c'est vrai, ça marche, quoi, hein. Ça marche pour tout le monde. Et comme le disait Héraclite, un homme ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Moi, j'ai beau avoir pratiqué des exercices de respiration à n'en plus finir, quand je refais une respiration, cohérence cardiaque, pour moi, c'est toujours nouveau. Parce que je suis toujours quelqu'un de nouveau chaque jour. Donc ça vient toujours s'inscrire de manière adaptée à mon état actuel. Et, euh, et dans nos quotidiens, en 2024, je pense qu'on n'est jamais assez détendu. Je connais personne d'assez détendu autour de moi. Franchement, on est tous trop stressés, quoi. On a toujours besoin de redescendre. Donc, cohérence cardiaque, c'est vraiment ce qui permet de réguler. Donc, ça veut dire, ça détend pas et ça n'excite pas. C'est que c'est le truc un peu comme vous savez, en phytothérapie, on parle de plantes adaptogènes. C'est-à-dire que ça s'adapte à vous-même, ça s'adapte à la personne pour stabiliser les choses, réguler les choses. Moi, la cohérence cardiaque, je suis d'avis de son auteur, son créateur, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, je suis trou de mémoire, mais bref, c'est de dire que c'est pas un truc qui calme, c'est pas un truc qui excite, c'est un truc qui régule. Et donc, ça va vraiment venir vous accompagner comme il le faut. Moi. Je suis surpris par ce que tu dis en disant que ça ne calmait pas. Ça va plutôt à l'inverse de ce que je pensais. Enfin, l'inverse, non, mais dans l'idée, c'était plutôt tu réduis ta fréquence respiratoire. Donc ton système comprend que tu es plutôt dans une situation de calme, de repos, dédié à la récupération. On serait plutôt sur le côté parasympathique du système nerveux. Euh, c'est pas la nuance que t'as mise volontairement. Et oui, 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 c'est vrai. Bah, encore une fois, je pense que comme on est 99,9% d'entre nous euh, trop stressés, c'est-à-dire qu'on est dans un état d'attention là, haut, la cohérence cardiaque s'inscrit comme un protocole de relaxation. Mais si une personne, si tu fais de la cohérence cardiaque au réveil, par exemple, et que tu as vraiment passé une bonne nuit, à un moment tu te réveilles, t'es bien, t'es complètement détendu, t'as un pouls à 32, tu te dis punaise, ah, je suis bien, je suis bien. Petit nuage. Tu te fais une cohérence cardiaque, je suis sûr que tu vas monter à 50. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que ça va te calibrer pour te donner un état bien. C'est-à-dire ni trop bas, ni trop haut. Mais évidemment, si tu le fais dans la journée entre 2 rendez-vous, 2 meetings, 2 podcasts, ça va te faire redescendre. Et donc, on catégorise ça, on lui donne une essence, quoi. C'est-à-dire, on lui donne une nature à la cohérence cardiaque comme étant apaisante. Et je pense que c'est nous qui avons besoin d'être apaisés. Donc, voilà, c'est une petite nuance que, en effet, hein, le créateur de cette technique disait bien. C'est-à-dire, je vous donne pas un protocole pour vous calmer, mais ça marche. En effet, ça marche comme ça. Voilà. Ce serait plus une méthode pour nous calibrer, quoi, pour nous donner la norme. Ouais, en effet, calibrage, régulation, ça s'inscrit là où il faut. Je vais peut-être enchaîner sur faire le lien avec un podcast qu'on a reçu Arthur, qui est champion du monde d'apnée Oui, et d'apnée sous glace aussi, parce que quand il a fait tous les records du monde d'apnée, il s'est dit il m'en faut plus, donc il a fait ça sous la glace. magnifique. Et, euh, et en fait, il nous parlait des effets de l'apnée ou de l'immersion en bain glacé qui étaient similaires en fait, au niveau cardiovasculaire, au niveau immunitaire, au niveau hormonal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu vois cette ressemblance? Est-ce que c'est le corps qui se sent en danger et du coup qui a peur pour sa survie? Mhm. Il y a de ça. Il y a des similarités, mais ça ne veut pas dire que c'est identique. C'est là où il faut faire peut-être le distinguo mais bien être clair. Oui, oui, il y a des similarités. Comme tu l'as très bien dit, par rapport au stress, par rapport à une urgence,
le corps il réagit toujours de la même manière. Comme je disais tout à l'heure, il fait pas la différence entre le patron et le tigre. Donc il fait pas la différence sur certains points uniquement entre le bain froid et le manque d'air. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ça va être toujours la même chose. Réponse d'urgence, adrénaline, noradrénaline. Il faut sortir de cette situation-là qui est périlleuse. Donc, en effet, les processus de l'hormèse, en fait, processus hormétiques, sont souvent déclenchés par les mêmes réactions du corps, c'est-à-dire, on capte l'adrénaline qui fait s'exprimer certains gènes et qui fait renforcer la structure, grosso modo. Donc, dans l'apnée, on va de la même manière faire sécréter ces neurotransmetteurs. Et dans l'immersion en eau froide, c'est sûr que là, c'est d'une puissance incroyable. La glace, nager dans un lac gelé, où le système répond d'une manière si puissante que ça nous en, comment dire, ça peut nous rendre euphoriques ou ça peut carrément nous faire disjoncter, quoi. C'est-à-dire, on peut vraiment péter un câble et dire mais plus jamais ça, c'est presque un traumatisme, ou bien j'adore et vous partez en fou rire. Donc c'est vraiment d'une puissance extrême. Généralement, le corps, toutes les cellules de votre corps disent on sort de là. Qu'est-ce qu'on fout dans un bain glacé? Mais en effet, c'est la même réaction sur certains points. Maintenant, le froid va faire ce qu'on appelle en anglais c'est non-shivering thermogenesis, donc une thermogénèse de non-frissonnement. C'est-à-dire que au niveau cellulaire, au niveau des mitochondries, on va avoir des shifts qui vont se faire par rapport au froid, où tout d'un coup, ce qui est utilisé d'habitude pour faire de l'ATP va être utilisé pour fabriquer de la chaleur. Sans rentrer dans trop de détails, c'est comment ça se passe, c'est l'adaptation qui se passe. Et ce faisant, on augmente le nombre de mitochondries. Ça, l'augmentation des mitochondries dans les cellules, c'est quelque chose qu'on retrouve peu, voire pas, dans le travail d'apnée, par exemple. Donc voilà une petite différence. Oh, pardon, éternuement. c'est les joies du pollen du printemps. Et donc voilà une différence entre les deux. Finalement, est-ce que tu pourrais nous détailler l'hormèse? Parce on en parle, on a parlé de respiration, on a parlé de bain froid, on a parlé de plein de choses, mais place-nous la solution pratique que tu proposes aux gens pour être en pleine santé, hein. Ouais, l'hormèse, donc c'est un processus biologique qui a été découvert par les toxicologues en 1888. C'est Hugo Schultz qui s'est rendu compte que quand il mettait un peu de poison sur des levures, des champignons, ça les faisait proliférer. Et s'il mettait beaucoup de poison, ça les tuait. Donc il s'est dit, la juste stimulation par un petit poison stimule le vivant, le fait croître, alors que beaucoup de poison le tue. Mais ça c'est vrai pour tout le système hormonal qu'on a décrit, pour tout le système nerveux, pour votre système immunitaire, pour le système osseux, pour l'entièreté du corps, pour les émotions, pour le mental, pour l'apprentissage. C'est de manière philosophique, c'est ce qui nous permet de comprendre que les épreuves de la vie nous font grandir. Si et seulement si on les surpasse. Voilà, c'est ça le truc. Donc l'hormèse, c'est ça explique comment on peut gagner en croissance, avoir du gain. Et donc on a des pratiques très simples, c'est-à-dire douche froide, bain froid, comme on pourrait l'expliquer régulièrement, comme on retrouve dans la méthode Wim Hof, comme on retrouve chez votre champion de bain sous la glace. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé par le bain sous la glace. Ils ont commencé par une petite douche froide, et 5 ans, 10 ans plus tard, ils sont capables de faire des bains glacés pendant X minutes. Il y a une progression. Il n'y a jamais rien de figé. Ce qui nous permet de sortir du cadre très fermement et cloisonnant de moi je suis fragile et lui il est robuste. Ah, cette personne-là, c'est une force de la nature. Ça n'existe pas, ça, dans le vivant. On est toujours en adaptation. Et on peut toujours connaître une croissance et une amélioration. Donc c'est une voie aussi d'espérance pour les personnes qui disent, oh, moi j'ai toujours été un peu malade, je suis comme ci, je suis comme ça. Il n'y a pas de nature profonde. Il n'y a que du changement. Alors, certes, il y a des prédispositions. Moi, je fais 1m84, je fais pas 1m90 ni 1m60. Il y a des prédispositions. Mais il y a toujours une voie de transformation. Et l'hormèse, c'est cette bonne nouvelle-là. On peut s'améliorer. Donc, l'hormèse, pour le dire de manière scientifique, c'est l'étude des surcompensations positives. Donc, ça veut dire, on va étudier comment stimuler un organisme pour qu'il y ait un gain. Les pratiquants de bodybuilding et de musculation connaissent ça parfaitement. Vous soulevez de la fonte, vous mangez, vous dormez,
le lendemain ou la semaine prochaine, normalement, vous avez plus de masse musculaire que il y a 10 jours. C'est aussi bête que ça. Ils connaissent très bien la surcompensation. Et l'hormèse répond vraiment à ça. Il faut que la stimulation soit juste, adaptée à la personne, qu'il y ait un vrai temps de repos, parasympathique, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le bon sommeil, etc., pour qu'il y ait amélioration. Et point barre, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour vous décrire très simplement ce qu'est l'hormèse. Et tes piliers, c'est quoi du coup? Il y a la respiration, l'immersion en bain froid et il y en a d'autres? Ouais, donc respiration, variation de température, donc c'est-à-dire on s'arrête pas au froid parce qu'il y a aussi le sauna et les bains hyperthermiques. C'est-à-dire que dans le chaud, dans l'exposition à du très chaud, vous allez avoir plus ou moins, évidemment avec des différences, mais plus ou moins les mêmes bénéfices que dans le froid. Avec l'autophagie, donc c'est-à-dire la capacité du corps à renouveler, recycler certaines protéines mal formées, certaines adaptations, et aussi l'amélioration de la thermophysiorégulation, c'est-à-dire l'amélioration de votre corps à dégager de la chaleur, garder de la chaleur, s'adapter à des variations de température. Donc pour moi, le chaud est aussi intéressant que le froid. On a le mouvement, évidemment. Donc tout type tout ce qu'on retrouve dans la PPG, hein, la préparation physique générale, pour améliorer toutes les qualités athlétiques du corps, donc améliorer la vitesse, l'endurance, la force, la puissance, la masse musculaire, tout ce que vous voulez. On retrouve l'hormèse partout. Et après, il y a au niveau alimentaire la stimulation, le stress qu'on peut le mieux provoquer au niveau alimentaire, c'est la non-alimentation, c'est le jeûne. Ok. C'est pratiquer jeûne intermittent, parce que l'arrêt de nourriture représente une épreuve pour le corps, et par rapport à cette épreuve-là, il va mettre en branle tout un tas de processus, et ce sont toujours les mêmes. Sécrétion de noradrénaline, d'adrénaline, pour aller chercher sa nourriture ailleurs, se donner de l'énergie, entre guillemets, pour chasser, cueillir, utiliser les ressources, le stock, etc. Peut-être refaire un focus sur le piliers. chaud et le froid, Vincent, si tu veux approfondir un petit peu. Toi qui es l'expert du domaine bien en sûr. plus, donc vas-y. Non, mais j'ai découvert ça en fait il y a 6 mois là. J'ai vécu à Cape Town et l'eau est à plus ou moins 10 degrés. Donc du coup j'ai expérimenté ça. Juste avant de partir dans le froid, j'ai adoré une analogie sur le concept d'antifragilité qui est connecté à l'hormèse, où tu prenais le petit carton d'emballage. Il y avait le fragile, le solide, l'antifragile. Est-ce que tu peux nous donner Ouais. cette analogie? Ouais, c'est très juste. Alors l'antifragilité, ça a été estampillé par Nassim Nicolas Taleb. Taleb, c'est un des philosophes et penseurs que j'aime le plus, très sincèrement. Il a écrit un bouquin donc, qui s'appelle Antifragile, qui est une bible, vraiment une bible. Et moi, quand je l'ai lu, j'ai failli pleurer parce que pour une fois, je voyais un non-biologiste utiliser le terme d'hormèse. C'est-à-dire il utilisait l'hormèse, le terme là, était dans son livre, alors qu'il n'est pas biologiste de formation. Il y a enfin quelqu'un qui a compris que ce principe-là, il est adaptable partout. Lui, le gars, c'est un économiste. Enfin, il parle du monde de la finance, de la politique. Il dit, mais en fait, les systèmes même non vivants, comme l'économie, répondent à ce principe d'antifragilité, qui est en fait l'hormèse, mais élargi ou même aux non vivants, quoi. Et bref, l'antifragilité, comme tu l'as très bien dit, il prend l'image du carton. Vous prenez un carton d'emballage où d'habitude il y a écrit fragile, et sur les cartons d'emballage il y a écrit fragile, ne pas secouer. Attention au choc. Et bien vous imaginez d'un coup un carton il y a écrit antifragile, et dessous il y a écrit s'il vous plaît secouez-moi. Parce que ce serait un carton que plus on le secoue, plus on lui donne des chocs, plus il se renforce et il devient solide le carton. En fait c'est ça l'hormèse et l'antifragilité. C'est-à-dire que ça bénéficie des événements chaotiques et hasardeux, des épreuves de la vie, des chocs qui nous arrivent. Secouez-moi, mais pas trop quand même. Secouez-moi partout. C'est exactement ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, très bonne remarque. C'est toujours si et seulement si on survit à l'épreuve. Les épreuves nous renforcent si on y survit. Et c'est pour ça que c'est pas toujours faire n'importe quoi et se coincer les doigts dans une porte. C'est-à-dire, je me coince la doigt dans une porte, c'est pas une hormèse. Même l'hormèse, j'ai envie de vous dire, c'est pas le bain froid. C'est la réponse positive suite au bain froid. C'est-à-dire que si le rebond est pas supérieur au point de départ, c'est pas de l'hormèse. Vous avez juste fait un bain froid. Et vous avez fait peut-être trop longtemps. Ou peut-être pas assez froid. Et donc c'est toujours la stimulation juste qui permet la croissance. L'hormèse ne s'apprécie que dans la croissance et dans le gain.
Donc, euh, donc voilà, l'antifragilité est super intéressante. Pour encore une fois utiliser une autre analogie, ce qui est fragile, ce serait la légende de Damoclès. Vous savez, celui qui a une épée au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès. Donc lui, le moindre choc risque de faire tomber l'épée et de le tuer. Il est hyper fragile, sensible au choc. Ce qui est robuste, c'est le phénix, par exemple. Le phénix, on le tue, il renaît de ses cendres. Mais c'est toujours le même phénix. Il n'y a pas d'amélioration. Ce qui est antifragile, c'est par exemple l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, quand Héraclès essaie de tuer l'hydre de Lerne, on lui coupe une tête, et ben il y en a deux qui repoussent. Donc ça s'améliore quand ça reçoit un choc. Mais, pour ta très bonne remarque, Pierre, il y a toujours une limite à ça. C'est-à-dire que Héraclès, il a trouvé comment tuer l'hydre de Lerne, c'est-à-dire que il a coupé la tête et il a cautérisé avec du feu pour empêcher les deux têtes de repousser. C'est-à-dire qu'il a empêché la phase de repos. Il a empêché la phase de sommeil, la phase de régénération. Et c'est là où, pour nous, notre leçon au niveau de l'hormèse, c'est que c'est pas que le bain froid, c'est pas que l'exercice physique, c'est le repos derrière qui est super important, au moins autant important que la stimulation. Voilà. Et pour partir dans le bain froid, du coup, comment tu expliques le phénomène d'hormèse à travers l'immersion en bain froid? Ouais, on va être sur plus ou moins la même chose, c'est-à-dire la sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline, avec certaines autres molécules. C'est bon, c'est bon. Désolé, hein. Je vais reprendre. Donc, par rapport au bain froid, on a toujours le même principe, c'est-à-dire on soumet le corps à un stress et glandes surrénales vont sécréter noradrénaline, adrénaline. Les muscles vont connaître des micro-frissonnements qui vont sécréter un acide, l'acide succinique, les succinates, quoi, certaines molécules, qui sont autant de signaux pour le corps qu'il faut renforcer l'organisme. C'est-à-dire, comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, le corps, il va, entre autres, se dire, ok, visiblement, là, on prend des douches froides tous les matins. Si on prend des douches froides tous les matins à 8 heures, il y a du froid, il va falloir que nos petites centrales d'énergie, les mitochondries qui nous fabriquent aussi de la chaleur, soient plus nombreuses. Parce que, visiblement, on vit maintenant dans un pays froid. Si vous faites la petite routine de chaque jour prendre des douches froides, ça va devenir de plus en plus simple. Parce que votre corps va de plus en plus s'adapter. Donc non seulement vous allez faire de plus en plus de mitochondries, et donc vous allez avoir ce qu'on appelle un brunissement des graisses. Les tissus adipeux vont gagner en mitochondries elles sont rouges en fait, elles ont une couleur un peu rosée, les mitochondries. Donc quand on les regarde au microscope, on a l'impression que les tissus adipeux sont rouges. Et ça va permettre justement d'avoir des tissus adipeux qui sont physiologiquement fonctionnels, en tout cas un peu plus actifs que quand c'est des graisses blanches. Et au niveau métabolique, au niveau de la thyroïde, qui elle gère, comme je l'ai dit tout à l'heure, le métabolisme, comme on pourrait dire sur le long terme, dans sa globalité. Les graisses, alors, c'est les mitochondries qui sont dans le tissu adipeux? Exactement. Les mitochondries qui sont dans les tissus adipeux vont juste augmenter en nombre par l'expression de certains gènes, donc PGC1-alpha, UCP1-alpha, pour vous donner les termes techniques que les auditeurs pourront aller chercher sur Wikipédia autant qu'ils veulent. Mais en effet, ça va être stimulé, et donc on va avoir des graisses métaboliquement actives derrière ça, ce qui fait que sur le long terme, vous aurez encore une fois, une plus grande facilité à gérer le froid, donc vous passerez des hivers moins durs, et vous serez au niveau performance sportive aussi plus efficient, parce que le mitochondrie, mine de rien, c'est ce qui fait l'ATP, c'est ce qui fait notre monnaie de l'énergie. Donc voilà pour une première adaptation par rapport au froid qui est hyper intéressante et qui peut être stimulée sur le long terme. Et est-ce que finalement, on n'arrive pas à mieux mobiliser les graisses grâce à ce phénomène? Exactement. Mais c'est exactement ça. On va stimuler et mobiliser, donc potentiellement perdre du tissu adipeux par l'utilisation du froid. Mais c'est vraiment une optimisation plutôt qu'une stratégie de perte de poids. Ça va optimiser, ça va accompagner. Faut pas y voir évidemment la recette miracle pour perdre du poids. Mais en effet, tu as raison. Et est-ce qu'à d'autres organes vont aussi bénéficier de cette démultiplication ou en tout cas cette augmentation du nombre de mitochondries, ou c'est que les cellules adipeuses? Non, apparemment ça a été prouvé que les cellules musculaires
peuvent bénéficier de ça, que il y a certains facteurs de croissance comme le BDNF qui permettent le développement de nouvelles connexions neuronales au niveau du cerveau, ce qui est quand même pas rien. Donc il y a des adaptations qui sont beaucoup plus globales que le tissu adipeux. Et au niveau thyroïdien, on a l'hormone, donc la glande thyroïde, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui gère le métabolisme, c'est-à-dire secondairement la production de chaleur, qui elle aussi va connaître une amélioration par l'exposition au froid. Donc plus on avance dans l'étude de l'exposition volontaire au froid, plus on se rend compte que tous les systèmes bénéficient, dont le système immunitaire aussi. Et c'est pas étonnant que les peuples scandinaves mettaient les bébés très rapidement dehors, en poussette, les exposaient, évidemment ponctuellement et rapidement, hein, au froid, dans la neige, parce qu'ils se disaient ça renforce l'organisme pour mon bébé. Voilà. Les Japonais aussi, hein. Et les Japs aussi. Les enfants dehors en slip ou l'équivalent du slip occidental, quoi. Ouais. Et comment tu fais alors pour le mettre en place? On commence par une douche froide, combien de temps? Après, au bout d'un moment, j'imagine qu'on va pas rester une demi-heure sous sa douche. Comment tu fais pour après passer un peu à l'étape supérieure? Et tu dis que le chaud aussi, ça a quelque chose de bénéfique. Comment tu associes les deux? Parce que ça semble un peu contradictoire en fait. Ouais. Alors, comment progresser? Moi, je partirais sur la douche, évidemment, parce que tout le monde a une douche à la maison et que c'est facile. Si vraiment le froid, c'est votre pire ennemi, ne faites que les jambes. Voilà. Faites juste une exposition partielle et le retour veineux des membres inférieurs, on sait à quel point c'est problématique parce que le retour veineux, il bénéficie pas de la pompe cardiaque, donc il a besoin d'être stimulé. Et là, c'est génial parce que quand on se met sous du froid, ça fait une vasoconstriction, c'est-à-dire que ça ferme la tuyauterie, les canaux sanguins. Et donc le sang revient vers le noyau, vers le cœur, vers les organes, vers le foie. Donc il y a ce que Salmanov appelait la gymnastique des capillaires, c'est-à-dire ça ferme les tuyaux et après ça les rouvre quand on arrête la douche froide. Donc faites que les jambes. Puis après, la semaine d'après, vous allez progresser, vous allez faire aussi le petit bassin. Puis après, vous allez faire la zone du thorax. Puis après, vous allez faire la douche complète. Donc tu vois, tu peux progresser par évidemment les parties du corps. Tu peux progresser aussi par température, c'est-à-dire pas mettre le robinet totalement froid, mais tiède. Ouais. Tu peux avoir une progression de température. Et donc il n'y a pas vraiment de règles. Mais une fois que tu as fait ta douche froide complète, tu te dis bon, maintenant franchement c'est vraiment simple. Tu as l'étape du bain. Donc le bain, ça peut être la rivière, parce que ça court. C'est comme quand il y a du vent, ça change tout le fait que l'eau court. Donc tu peux faire un bain en rivière si tu habites dans les montagnes ou proche de, ou bien c'est en hiver, tu vois. Bain en nature, moi j'adore. Mais ça peut être aussi, si tu as la chance d'avoir une baignoire, vraiment le bain froid, qui là une autre. C'est différent. C'est différent de la douche où tu es vraiment actif avec ton pommeau de douche. Là, tu rentres dans un bain tout de suite. Et l'étape supplémentaire, c'est évidemment mettre des glaçons. Bon, mettre des glaçons, c'est pas à la portée de tout le monde, certes, mais si tu as une progression constante, ça va être OK. Et tu vas avoir l'importance de réguler son système nerveux autonome par la respiration dans le froid, parce que t'as que ça dans le froid. C'est ta seule arme, quoi. Et ouais. Donc d'allonger l'expire. Et le temps idéal, excuse-moi? Le temps idéal, c'est le temps qu'il te faut pour te dire punaise, j'ai envie de sortir. Moi, ça va durer une seconde. Voilà. Mais tu vois, ce sera différent pour toi que pour ma grand-mère. Ouais. Tu vois, donc je peux pas te donner un temps idéal. Je peux pas te dire c'est 30 secondes. C'est un certain temps, parce que quand tu vas te dire punaise, j'ai envie de sortir, c'est l'adrénaline qui tape au cerveau, qui dit là, on se barre. Et ça pour moi c'est un très bon repère pour dire on a sécrété suffisamment d'adrénaline pour déclencher tous les processus hormétiques. Et Andrew Huberman en parle très bien, il dit moi je compte les murs d'adrénaline que je passe. C'est-à-dire un premier mur qui me dit sors de là, non je reste. Et un deuxième mur, il me dit vraiment il faut sortir, là il fait trop froid. Non je reste encore. Et il compte les murs d'adrénaline qui arrivent à passer. Okay. Donc ça pour moi c'est des bons repères de l'ordre du ressenti qui te permettent de savoir que tu fais un effort. Parce que c'est comme l'entraînement, il y a certains jours tu arrives à faire 30 pompes les doigts dans le nez. Le lendemain, t'es fatigué, t'en fais 10, t'as l'impression que c'est le bout de ta vie. Bon, chaque jour est différent. Donc, chaque douche froide sera différente. Dans une de tes vidéos, tu parlais des différents effets que tu pouvais attendre du froid.
que ce soit au niveau du stress, de la récupération ou au niveau métabolique, donc au niveau de l'intensité du froid ou de la durée. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher et quelles seraient les composantes à mettre en place? Ouais. Euh, Pas simple, évidemment, mais Mm. il y a certains objectifs. Surtout quand tu es chez les athlètes. Il y en a qui veulent... il y en a qui mentalement sont vraiment pas au top. Tu sens que c'est au niveau moral, mental, que ça coince. Ils perdent vite pied, etc. Bah là, je vais plutôt leur proposer une durée longue, un stress, un froid pas trop puissant. Donc pas une douche hyper puissante ou un bain très très froid avec des glaçons, mais froid. Par contre, je vais leur demander de rester longtemps, de fermer les yeux et de rester avec leur narration interne, de travailler sur le mental. Tu vois. Là où, si je veux avoir plutôt un côté métabolique, c'est-à-dire renforcement métabolique, comme on l'a dit, système immunitaire, système hormonal, système nerveux, les mitochondries, je cherche le choc du froid. Je cherche le froid le plus froid que la personne peut tolérer. Donc là, ça va être court et intense. Que ça fasse pchit, quoi. Exactement. Tu rentres dans le truc, ça. C'est ça. C'est, tu vois, le froid qui coupe la chic, tu vois, qui me coupe la respiration. Donc tu vois, selon que ce soit plus mental, que ce soit plus intéressant pour l'aspect métabolique, je vais avoir deux stratégies différentes. Et si par contre c'est de la récup, le gars c'est un marathonien, il s'entraîne tous les jours, il court tous les jours 2-3 heures, je vais lui faire une douche écossaise, c'est-à-dire du chaud-froid, alternance de chaud, alternance de froid, pour juste faire bouger le sang en fait, pour que ça circule, pour améliorer la récup. Et voilà, et ce sera suffisant. Donc voilà, comment je placerai les différents protocoles. Mais c'est vrai, de mon expérience, je me suis renseigné un petit peu sur tous les bénéfices et c'est vraiment très transversal, hein. Ça va avoir un effet sur la récupération musculaire, des aspects sur ton métabolisme physiologique. Mais ce que je retiens, c'est vraiment les bénéfices mentaux et de gestion des émotions. C'est incroyable quand tu ressors la, la sérénité, l'apaisement du mental. Et en même temps, tu as fait appel à des forces mentales que tu n'exploites pas dans ta vie. Et je crois que les vrais bénéfices, enfin, même si tous les bénéfices sont acceptables, mais l'aspect mental et émotionnel est incroyable. Ouais, merci de dire ça parce que c'est souvent oublié, tu vois. On cherche le côté très physique et dans la matière, mais pour moi le plus intéressant c'est ce qu'on se raconte dans la tête, quoi. C'est qu'est-ce que tu te racontes pendant, avant, pendant et après, et comment ça évolue, et comment ça te permet après de considérer les tracas du quotidien. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait une queue de poisson en voiture, après tu le vois pas du tout de la même manière, et tu gères beaucoup plus tes émotions. Tu fais beaucoup plus facilement un pas de recul par rapport à tes réactions habituelles qui sont épidermiques. Et là, tu peux apprécier, prendre le temps, pas répondre tout de suite du tac au tac, parce que tu as commencé ta journée par une victoire. Ça, c'est super important pour lancer, tu sais, tous les processus de ta journée avant que ça parte dans le chaos complet avec les enfants, le travail, le machin, le truc. Tu as commencé ta journée par un truc exceptionnel que personne ne fait. T'es fier de toi, t'as géré ton émotion, enfin, tu vois, comme tu l'as dit, c'est transversal. Pour moi, j'aime bien dire que c'est à haut taux de transférabilité. Ça se transfère partout, tout le temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup leur méthode. Ouais. Et tu pourrais nous donner une clé pour pouvoir. Est-ce qu'il y a du travail de respiration qui serait associé avec cette immersion au froid? Mhm. Est-ce qu'il y a un travail en particulier qui serait intéressant ou est-ce qu'il y a plusieurs modes de respiration qui pourraient y être associés? Ouais, alors évidemment, j'aime aussi la méthode Wim Hof, par laquelle, enfin, c'est un protocole auquel j'ai été formé. Mon grand ami Leonardo Pelagotti en France et en Italie est l'instructeur des instructeurs. Je l'embrasse bien fort. Et j'aime cette technique-là, qui est une hyperventilation qu'on va faire sur plusieurs cycles. Vous pourrez voir ça, qui est en fait une simulation de ce qui va se passer dans le froid. Et c'est aussi une simulation de ce qui peut se passer dans un effort intense, c'est-à-dire qu'on place le corps dans un inconfort, par la respiration intense, par une hyperventilation. Et donc en fait, on fait sécréter les mêmes neurotransmetteurs dont on a parlé tout à l'heure, qui sont plus ou moins les mêmes qui vont être sécrétés dans le froid. Donc tu peux faire ce travail respiratoire, genre un quart d'heure avant le bain froid, ou bien une demi-heure avant, peu importe, parce que ça va t'aider, ça va aider le corps inconsciemment à comment dire, faire un entraînement
à quelque chose qui va arriver par la suite. Le bain froid, ça va plus ou moins être la même épreuve. Et donc, quand tu vas arriver dans le froid, ce sera un terrain connu pour le corps. Et une fois dans le froid, donc ça pourrait être un travail en amont, et une fois dans le froid, c'est pas le moment de faire la respiration Wim Hof, surtout pas, ça peut être dangereux, une fois dans le bain froid. Là, par contre, t'essayes de te calmer, parce que le froid, il te saisit, il est beaucoup plus puissant que toi. Et il faut pas être dans le contrôle, il faut laisser passer le premier rush, c'est-à-dire le truc, c'est vraiment froid, ça te saisit, surtout dans un bain de glace. Tu laisses, c'est hors de ton contrôle. Et ça, c'est une leçon de vie aussi. Dans le quotidien, il y a souvent des moments où on peut pas contrôler. Faut accepter que ce soit pas dans notre contrôle. Donc tu laisses passer, et une fois que tu sens que ta respiration s'est calmée, tu reprends la main dessus, t'allonges juste l'expire. Tu te focalises juste sur le fait d'expirer longtemps, longuement, et tu calmes le système de cette manière-là, et tu vas voir que tu vas trouver vraiment le confort dans l'inconfort. Tu vas te sentir bien, même si c'est pas facile. Voilà. Mais pour rebondir sur, tu parlais de l'équilibre acido-basique, et je suis en train de lire Wim Hof, et Wim Hof, par son hyperventilation, dit qu'il basifie l'organisme. Est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que dans ma tête, c'est pas assez clair. Bien sûr. Alors, le pH sanguin. Donc, le pH sanguin, la quantité d'hydrogène, vous savez que le pH, ça veut dire potentiel hydrogénique. C'est juste que la quantité de protons H+, d'hydrogène, sort énormément par la bouche durant la respiration Wim Hof parce qu'il hyperventile. C'est-à-dire, je souffle beaucoup dans la respiration Wim Hof, dans mes cycles d'hyperventilation, je souffle beaucoup d'air. Quand vous soufflez beaucoup d'air, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez du CO2 et vous enlevez de la vapeur d'eau, donc de l'H2O. Et dans H2O, t'as H. C'est-à-dire que la respiration, c'est ce qui permet de réguler le plus rapidement le pH sanguin, la quantité d'H, d'hydrogène, dans le sang. Donc quand tu souffles beaucoup, t'élèves beaucoup ça se basifie, ça s'alcalinise, parce que tu fais sortir beaucoup d'hydrogène dans l'expire. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ce faisant, provoquant une grosse perturbation du pH sanguin, t'as toute l'homéostasie, c'est-à-dire toute la régulation du corps derrière ça, qui va devoir rétablir les niveaux qui va devoir se réguler. Et ça, ça peut provoquer beaucoup d'adaptations hormétiques, beaucoup d'améliorations, beaucoup de renforcement, etc. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Bah, c'était très complet, je pensais, sur les bains froids. Peut-être, je sais pas si on aura le temps de parler d'entraînement, peut-être parler un petit peu du jeûne. Et sur le pilier du jeûne, comment tu pourrais expliquer un petit peu les effets de cette pratique? Ouais, comme j'ai commencé à en parler tout à l'heure, pareillement, l'absence de nourriture pour le corps, c'est un stress. Donc, de la même manière, il va mettre en place plein de processus qui sont vraiment très intéressants et qu'on a du mal à mettre en branle, à déclencher de nos jours parce qu'on a de la nourriture partout. On a le supermarché qui est ouvert H24, 7 jours sur 7, et le frigo est toujours plein. Donc, il y a peu de moments dans la journée, maintenant, où on laisse retomber, par exemple, les niveaux d'insuline. Vous savez, cette hormone qui s'est sécrétée par le pancréas, qui est l'hormone qui stocke, qui nous fait le stockage pas que, mais qui est vraiment responsable du fait de stocker sous forme de tissu adipeux ou de glycogène dans le corps. Eh bien, si le niveau d'insuline est toujours élevé parce qu'on grignote, on déstocke jamais. On n'apprend jamais à vider le frigo et même à vider la cave. Donc il faut déjà apprendre au corps, dire que de temps en temps, on ne fera pas les courses. Ça va pas se passer, on va vider le frigo et ça va bien. Il va donc falloir s'adapter par rapport à ça. Ce faisant, quand par exemple, on pratique ce qu'on appelle le 16-8, qu'on saute le petit déjeuner, on fait 16 heures de jeûne en sautant le petit déjeuner, donc c'est-à-dire je mange mon repas du soir et après je mange pas le lendemain matin jusqu'à mon repas de midi du lendemain. Quand on fait ça, le corps il va petit à petit, une fois que les niveaux d'insuline redescendent, sécréter d'autres hormones comme le glucagon, comme des hormones de facteurs de croissance aussi, pour venir déstocker ce qu'on avait stocké, ce qu'on avait mis en réserve dans la cave et dans le frigo. Et c'est là où, par exemple, dans une perspective de perte de poids, pour moi, c'est le truc le plus simple, quoi. C'est-à-dire, vous dites aux personnes, change rien à ton alimentation. Tu manges toujours à la même manière. Juste tes repas, tu les décales de midi à 20h. Avant, tu prenais un petit déjeuner. Ton petit déjeuner, tu le prendras, si tu veux, tu le prends à 16h. Tu manges la même chose, tu manges un petit déjeuner, mais tu le manges à 16h. Donc la personne dira, ah, mais c'est cool,
je vais pas devoir arrêter de manger ça et ci et tout ça. C'est juste que le petit déjeuner, tu le prends pas. Tu le prends à 16 heures. Tu le décales. C'est tout simple. Et ben ça peut changer énormément de choses dans par exemple, une perspective de perte de poids. Donc voilà, les stratégies sont toutes simples. Donc voilà, je vous passe les détails, mais on a entre autres les sécrétions de GH, d'hormones de croissance, et d'autres facteurs de croissance qui peuvent aider non seulement à la perte de poids, mais aussi à la bonne santé métabolique. Et est-ce qu'il y a une différence, excuse-moi Vincent, entre faire un jeûne le matin ou peut-être le faire le soir? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a reçu Anthony Berthoud qui lui disait plutôt au contraire le soir d'essayer de pas trop manger le soir, voire faire un jeûne plutôt et au petit déjeuner par contre et prendre un petit déjeuner protéiné. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou tu vois pas forcément de problème? Il y a Zina qui nous en a parlé aussi en disant que d'éviter de manger le soir te permettait de te connecter au cycle circadien, du coup. Alors ouais, j'entends bien. Après, c'est savoir qu'est-ce que c'est le soir. Parce que moi, je mange très tôt, par exemple. Tu vois, je mange à 18 h, j'ai mangé. Donc il y en a qui me disent, pour le soir, dans leur tête, c'est 21 h au minimum. Et ils se couchent à 22. Donc c'est clair que c'est très proche du sommeil. Et quand c'est proche du sommeil, le problème, c'est que ce qui va circuler en nous, notamment le fait que l'hormone de la gréline, qui est sécrétée par l'estomac, ne sera pas relâchée si vous avez un bol alimentaire. Si vous venez juste de manger, l'hormone de la gréline n'est pas sécrétée. Et c'est pour ça qu'on dit, il vaut mieux manger à minima 3 heures avant le sommeil. À minima. Donc 3 heures avant le sommeil, ce qui va permettre en fait à la digestion de se passer, à la gréline d'être sécrétée, et ce qui déclenche après, quand la gréline est sécrétée, des processus hormonaux durant la nuit, qui sont la récupération, la régénération, etc. Le fait d'avoir l'estomac plein quand vous allez vous coucher, eh ben vous allez être dans la digestion et vous n'allez pas être dans les processus récupérateurs du sommeil, par exemple. Donc ouais, là j'entends le bénéfice de ne pas manger le soir, par exemple. Mais on pourrait très bien manger tôt. Ouais. Est-ce que tu peux définir la gréline pour les auditeurs? C'est l'hormone qui est sécrétée par l'estomac et qui donne une sensation de faim. Voilà, qui vous dit l'estomac est vide, il faut manger. Voilà. Et cette hormone-là, elle est importante parce que derrière ça, elle se fixe au niveau hypothalamus, entre autres, pour déclencher la sécrétion d'hormones de croissance. Bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais voilà, ça nous permet de comprendre qu'il faut pas manger tard, pas manger proche du sommeil. Donc, un jeûne le soir, why not? Pourquoi pas? Mais un jeûne du matin, c'est très bien, ça prolonge le jeûne de la nuit. Donc, difficile, je pense qu'il faut l'adapter à chaque personne. Et est-ce que pour toi, c'est vraiment une base, le jeûne? Et si oui, comment faire pour un sportif pour l'associer justement dans sa semaine et dans ses entraînements? Ouais, très bonne question. Et là, je vais toujours répondre par ça dépend, hein, parce que ça dépend du sport surtout. Ouais. Un bodybuilder ou un rugbyman qui veut prendre de la masse, pour moi, le jeûne intermittent, c'est pas la meilleure stratégie. Ça peut marcher, mais c'est pas la meilleure stratégie. Si tu me demandes la meilleure stratégie pour prendre de la masse musculaire, non, mais c'est ce qu'on fait toujours les bodybuilders. Ils mangent toutes les 3 heures. Ils s'entraînent 2 fois par jour. Ils font un split matin-soir et ils mangent toutes les 3 heures. Bon, on n'a pas fait mieux, tu vois. Ouais. Mais ça veut pas dire que tu prends pas de masse musculaire si tu fais un jeûne intermittent. C'est juste que ce sera peut-être pas la meilleure des stratégies. Par contre, un marathonien, le gars, il a un effort typiquement lipidique. Il faut qu'il apprenne à son corps à taper dans ses graisses. Parce que c'est un effort qui dure 4 heures. Donc le jeûne intermittent, de temps en temps, peut être intéressant. Parce que tu apprends au corps à aller déstocker, à utiliser les lipides comme source de carburant. Et aussi, il y a l'aspect mental. C'est-à-dire que d'habitude, tu fais ta sortie VTT, ta sortie course à pied le matin avec un petit déjeuner. Et bien demain matin, mentalement, tu vas pas y aller avec un petit déjeuner. Aujourd'hui, tu fais un truc plus dur, tu y vas à jeun. Et bien ça permet aux sportifs de se dire, putain, j'ai fait un truc de fou, j'ai mis une contrainte supplémentaire et j'y suis quand même arrivé. Et mine de rien, c'est encore une fois une autre mise au challenge, quoi, qui est réussie. Et c'est que ouais, vas-y, ça. Non, mais c'est vrai que l'entraînement à jeun a été dit par pas mal d'invités. Mais ce que tu conseilles, Pierre, c'est faire le jeûne intermittent avec de la densité nutritionnelle. Et de ce que tu dis, j'ai l'impression avec beaucoup de gras et de gras différents. Dis-moi si je me trompe et comment tu définirais cette densité nutritionnelle? La densité nutritionnelle, c'est pas forcément que le gras. Alors c'est vrai que les lipides sont hyper importants parce qu'on a vu qu'il y avait
des hormones qui sont fabriquées à partir des lipides, le cholestérol qui est fait à partir des lipides, etc. C'est très important. Bien entendu, qu'il y en ait dans l'alimentation. Non, une densité nutritionnelle, ça veut juste dire, si vous faites du jeûne intermittent et que vous êtes en plus sportif ou sportif, mangez de la densité, c'est-à-dire mangez des protéines, mangez des lipides, ne mangez pas que des salades, c'est ça que je veux dire. J'adore les légumes, j'adore les fruits, mais ne mangez pas que des fibres. Mangez aussi des trucs qui sont denses comme la viande, le poisson, les œufs, les matières grasses, les oléagineux, ce que vous voulez, quoi. N'allez pas que manger des bananes ou que manger des salades. Parce que je vois beaucoup ça dans le milieu alternatif où j'en fais partie, hein, c'est-à-dire que je propose une alternative, c'est vrai, à une manière d'être et une manière de faire, mais attention aux extrêmes. Il faut quand même donner en rebond, enfin de manière correspondante et harmonieuse, la densité dont a besoin le corps, surtout si vous êtes athlète. Là, tu vois, pour moi, le jeûne intermittent, c'est que tu as parlé beaucoup de perte de gras. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi qui n'ai pas forcément besoin de perdre du poids pour me motiver et me stimuler à faire un jeûne intermittent? Qu'est-ce que ça serait vraiment les points positifs sur ma santé, sur du long terme? En quoi vraiment tu pourrais me dire, ben, fais ça parce que tu en as besoin, tu vois? Alors, au niveau métabolique, tu peux très bien avoir des résistances à l'insuline, des prédiabètes, etc., sans forcément avoir beaucoup de tissu adipeux, sans forcément être en surpoids. Tu peux très bien avoir des problèmes de dérégulation hormonale sans forcément être en surpoids. Donc, même pour quelqu'un qui serait faim, si tu rencontres voilà, des fluctuations d'énergie durant la journée, si tu te sens pas très bien, si tu sens que tu abuses un peu de la bouffe, ben moi je te dirais, teste le jeûne. Vois comment ça régule. Tu vois, vois comment ton organisme, tu le réapprends à fonctionner tout seul, sans béquille, parce que la bouffe, mine de rien, c'est de la béquille, et au niveau émotionnel. Parce que tout d'un coup, mine de rien, le fait de ne pas penser à se préparer à manger, te fait beaucoup plus passer du temps avec toi-même, avec cette petite narration interne. Et ça, c'est pas rien. Pour moi, même le travail de l'introspection, c'est ce qui est le plus fondamental chez l'être humain. Jusqu'à preuve du contraire, très peu d'animaux sont capables d'avoir cette conscience. T'as les singes, t'as les dauphins. C'est-à-dire un singe, tu lui mets un point rouge sur le front, et tu le mets devant un miroir, il va se gratter le front. Parce qu'il sait que c'est lui. Un dauphin, pareil. Un éléphant, il paraît, mais j'ai jamais vu la vidéo. L'être humain, Il se gratte le front, le dauphin, il fait. il se gratte avec cette nageoire. Non, il Ok. sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'il se reconnaît. C'est-à-dire, alors qu'un chien, tu lui fais ça, un chien qui se voit dans le miroir, il attaque le miroir, parce qu'il pense que c'est un autre chien. Il n'a pas conscience de lui-même. Donc, nous, on a cette conscience-là. Et travailler sur cette conscience par l'introspection, c'est une de nos grandes forces. Mais si on ne le fait pas, c'est comme un animal pas apprivoisé. Ça peut être une grande faiblesse. Donc moi, j'invite justement à couper certaines stimulations comme les smartphones, par exemple, de temps en temps, mais aussi la bouffe, pour voir ce qui se passe quand on dialogue seul avec soi-même. Mais juste pour rajouter un petit truc à ton propos, Pierre, je suis persuadé que Alexandre, tu pourrais la voir avec l'augmentation de l'hormone de croissance, la GH, et lui donner un peu tous les bénéfices que ça a. Et là, c'est sûr qu'il partirait sur un jeûne intermittent, les yeux fermés, hein. Ah, tu me tends une perche, mais je vais pas la saisir. Aïe, 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 aïe. Parce que on croit beaucoup. C'est vrai que dans le jeûne intermittent, on a certaines études qui nous disent, voilà, vous faites un jeûne intermittent et tout d'un coup, il y a une sécrétion d'hormones de croissance qui est énorme, etc. Donc, prise de masse. Donc, etc. Non. En fait, la hormone de croissance qui va être sécrétée, à ce moment-là, elle est surtout là pour la préservation de l'organisme. Et tu peux pas surfer sur cette vague en te disant, bah, je vais rajouter de la muscu et devenir Schwarzenegger. Ça marche pas comme ça. En fait, elle est là, l'hormone de croissance, surtout pour faire que ce soit pas catabolique, pas trop catabolique, cette phase de jeûne. Mais c'est une hormone anti-âge. Et là, Alexandre, il veut pas de rides sur le Là, visage. d'accord. Là, la calvitie, les rides, ok. Voilà, tu peux le vendre comme ça. Oui, mais Vincent, là où tu as oublié, c'est que Alexandre, combien t'as d'heures d'entraînement Voilà, par je sais pas, semaine? voilà, entre 10 et 20 selon les semaines. Ouais. C'est le problème. Moi, je verrais plus le problème de la quantité de calories qu'il a dans sa journée. Et c'est sûr que si ici il faisait 5 heures de sport dans la semaine, bon, pourquoi pas. Mais moi, je le verrais plus à être en déficit calorique et déjà qu'il est faim, à finir
plutôt être en dénutrition que dans l'optimisation, quoi. Exactement. Là, il faut vraiment être. C'est là où le coach, thérapeute, entraîneur doit vraiment avoir un regard humble et éclairé sur ce genre de pratique. Le jeûne intermittent, ça ne doit pas être une restriction calorique. Ce n'est pas une restriction calorique. C'est je mange la même chose. Même je peux manger plus parfois, mais c'est juste la plage horaire qui est différente. Donc attention, quand on devient de plus en plus fin parce qu'on pratique le jeûne intermittent et qu'on se remet pas en question, non, non, de manière très dogmatique et religieuse, je veux continuer mon jeûne intermittent et j'ai vu des corps vraiment dépérir à cause de ça. Donc il faut vraiment toujours avoir la sagesse et le bon Et sens ton avis de sur se le remettre en jeûne question. complet pendant une semaine, par exemple? Mhm. C'est bon, encore une fois, reset. Alors moi j'ai toujours cet aspect mental qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est-à-dire que là, en une semaine, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Mais au-delà de ça, le grand spécialiste en France, c'est mon ami Fabien Moine. Vous pouvez aussi l'avoir en invité. Il a accompagné des milliers de jeûneurs, hein. Donc il pourra vraiment vous donner un retour très très bon. Moi, je veux juste vous parler que j'ai souvent fait des jeûnes d'une semaine. Et c'était à chaque fois des aventures, quoi. C'est des aventures. Il t'arrive plein de trucs. Moi, j'écris beaucoup. J'adore Ouais, ces ouais. moments-là, tu vois. C'est génial. Mais il faut bien le faire, quoi. Faut pas se dire, alors je vais jeûner et puis en même temps je vais monter le Mont Blanc et puis Hmm. en même temps je vais faire ça. Non, non. Moi, je jeûne, je suis chez moi. J'ai peu d'interactions sociales, mais j'en ai avec les gens que j'aime. J'écris et je vais faire des trucs qui me font du bien. Mais c'est un temps pour moi. C'est pour ça que je pense que les anciens pratiquer ça au changement de Hmm. saison. Tu vois, que ce soit le ramadan, que ce soit le carême, c'est des transitions. Et ça peut être une transition de vie aussi, tu vois, tu changes de boulot, tu Ok. déménages, tu veux faire un reset, tu veux un peu l'esprit, Ok. tu veux balayer des trucs. Moi, voilà, je mettrais plus que ça. Voilà. Et les effets sont similaires entre jeûne intermittent et jeûne plus long? Comment Non, là, tu... t'as vraiment au niveau organique des choses qui se passent, beaucoup plus d'autophagie, donc recyclage cellulaire. Et des régulations plus puissantes. C'est vrai que à partir du deuxième, troisième jour, c'est là où le corps il switch, comme dans le régime cétogène, vraiment sur la cétose. Donc au niveau énergétique, c'est très différent. Là où le jeûne intermittent va être plus une régulation hormonale, donc quelque chose de très rapide. L'insuline, comme je l'ai dit, certaines choses. Le jeûne long, lui, va piocher dans l'intérieur du corps et de la régulation des organes entre eux. Donc non, c'est deux Et animaux différents, comme on peut-être dit. je sais pas si vous voulez clôturer ou si vous avez une dernière question sur le jeûne intermittent, les gars. Moi, j'aurais juste fini. Ouais, moi j'aurais juste aimé finir Ouais, sur, on vu peut qu'on n'aura pas conclure, le temps hein. d'en parler, sur le sport. Est-ce que tu aurais un top, une petite semaine type Mhm. d'entraînement pour être au top? Est-ce que tu mets de la force, est-ce que tu mets du sprint? Est-ce que tu mets du cardio? Est-ce que tu pourrais juste simplement et très résumé en version hyper rapide, parce qu'on sait que malheureusement tu dois partir, nous donner quelques conseils par rapport à ça? Ouais, alors je vais partir du principe que on s'adresse à monsieur et madame tout le monde qui veut être en pleine santé et plein potentiel. Voilà. C'est pas un athlète qui a un objectif précis. Et donc dans ce cas-là, je verrais bien 2 séances de travail de résistance, de type un petit peu circuit training ou un petit peu crossfit ou un petit peu je vais à la salle et je fais un full body, tout le corps d'un coup. 2 séances dans la semaine. Une séance d'endurance. Je prends mon VTT et je vais faire une sortie de 2-3 heures. Je parcourir à pied 1 heure. Petit footing, zone 2. Et une séance VO2 max. Voilà, une séance VO2 max, 4 fois 4 minutes, avec entrecoupé de 5 minutes de repos. Un truc qui vraiment file la gerbe, mais voilà, que ce soit en course à pied, rameur, assaut bike, voilà. Si vous avez 4 séances comme ça dans la semaine, bah, vous êtes une machine de guerre au bout de 3 ans. Par contre, il faut vraiment être bien programmé, bien protocole, surcharge progressive, c'est-à-dire de semaine en semaine, on essaye de faire un petit peu mieux. Et Le juste, bon repos, la bonne nutrition, voilà. Et en saupoudre avec un peu de yoga, non? Je crois que Mais ouais, tu aimes bien le yoga, hein. yoga, respiration, contact avec la nature, des relations et, sociales et juste tes épanouissantes. séances de renfort, excuse-moi, On tu aime ça. portes lourd, plutôt léger, tu conseilles quoi pour les gens? Ou- Ok, Moi, je tourne. C'est vrai que j'ai souvent fonctionné en ok. mésocycle. Donc, un cycle de D'accord. force, un cycle d'hypertrophie, un cycle de ceci, un cycle de cela, typique de la PPE. Maintenant, j'aime bien varier et donc je vais tourner, par exemple,
l'exercice que je préfère au monde, c'est les tractions. Je pense que tu m'enlèves tout. Tout, je garde les tractions. Tu m'enlèves le squat, tu m'enlèves le deadlift, je garde les tractions. Et donc, j'ai 2 séances de traction. J'ai une séance de traction poids du corps où je vais essayer de faire juste maximum de reps. Et j'ai une traction force où je vais me lester. Et je vais faire 5 à 6 reps max. Et donc, tu vois, j'ai une séance de force et une séance plus d'endurance musculaire. Et je vais tourner avec ça. Et j'ai pareil pour le bas du corps, je fais les pistols, donc le squat à une jambe. Un jour, c'est poids du corps. Et un jour, je me leste pour le pistols. Et je vais tourner avec ça. Un coup l'un, un coup l'autre. Donc voilà, c'est vrai qu'apparemment, en plus, le travail de la force et de VO2 max, c'est sur la longévité, je crois qu'il y a quand même pas mal de choses assez positives par rapport à ça, donc ça a du sens. Ben, Ça a l'air. Et peut-être pour conclure, est-ce que tu aurais un ouvrage, un podcast, une chaîne, on mettra tu tout peux en même faire un peu de description. pub, enfin voilà, là tu peux y aller. Ah, c'est gentil, vous êtes adorable. Vérisme TV, hein. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, il a l'air un peu bizarre, le gars, il est toujours à moitié à poil. Je sais pas, m'inspire pas confiance. Alors, un ouvrage, punaise. Ça, c'est la question à 10 000 balles. Antifragile? Antifragile, on a déjà cité, vous pouvez y aller. Ok. Philosophique, c'est l'éthique du samouraï moderne qu'il faut absolument lire, de Patrice Franceschi, qui est grand descendant des stoïciens. Donc voilà, vous en avez 2. Et pour les plus techniques d'entre vous, les structures dissipatives d'Ilya Prigogine. Prigogine, il a eu le prix Nobel en 1972 pour les structures dissipatives. Et ça t'explique beaucoup du comportement du vivant, dont l'hormèse. Si vous voulez aller voir ça. Voilà, ça fait déjà 3 ouvrages, c'est pas mal. Chaîne YouTube. Mon ami Idriss Aberkan et Charles du Précepteur. Merci beaucoup. Hein. Ok, parfait. Merci les amis, merci à vous. Merci, c'était top. Et voilà, t'es un invité à 1000%. Allez poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas, on prendra le temps de répondre à tout ça. T'es le premier invité avec un Marcel d'ailleurs, c'est magnifique. Merci. Là, je suis content. Allez, ciao, on l'attendait. Merci à vous. Ouais. Mais avant les questions en commentaire, mettez les 5 étoiles quand même. Hein, c'est gratuit, vous n'avez rien payé, vous pouvez quand même faire ça pour nous, hein, et pour nous ça nous fait du bien. Pour notre cher invité. Eh oui. Allez. Merci Pierre. Merci à vous. Merci Salut. Pierre. Ciao. Ciao. Ciao.